Voilà, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver, vous savoir très nombreux à regarder à nouveau cette émission. Sissoko Ayuk Tabe et compagnons vont plutôt bien. Ils n'ont subi aucune torture. C'est ce que nous a dit ce jour même à Yaoundé, Maître Claude Assira, hormis le moral qui est un peu affecté du fait de leur détention. Ils ne se plaignent d'aucune douleur particulière, et vous le savez. Maître Claude Assira est l'un des avocats du cabinet Mouna & Mouna qui a rencontré les séparatistes au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé où ils sont incarcérés. Nous ferons le point autour de cette question dans le cadre du débat. Autre sujet en débat, le Parlement camerounais examine le projet de loi portant prorogation du mandat des députés jusqu'en 2019. Selon le document déposé dans l'hémicycle, l'exploitation du calendrier électoral actuel laisse apparaître que les mandats du président de la République, des députés des conseils municipaux arrivent à échéance entre le 15 octobre et le 3 novembre 2018. Le document indique par ailleurs que la tenue de ces élections-là, du moins des présidentielles, législatives et municipales, au regard de la date de convocation du corps électoral courant juin-juillet 2018, entraînera un chevauchement des différentes opérations relatives à ces scrutins. Voilà l'une des principales motivations qui a donc poussé le gouvernement, notamment le président de la République, à consulter le président du Conseil constitutionnel ainsi que ceux des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat afin d'obtenir une prorogation de mandat. Rencontre polémique avec Peter Henry Ballerin, l'ambassadeur américain dément à gorge déployée le soupçon de financement estimé par certains journaux à plus de 2,5 milliards de francs CFA à l'endroit de certains hommes politiques, dont Akere Mouna, Maurice Kamto, Joshua aussi. Ces derniers également multiplient des sorties pour crier au combat politique. Appel à candidature, les camarades de Saint-Éloi Bidoum, militants du IARDPC, invitent ardemment Paul Biya à se présenter à la prochaine élection présidentielle. On fera le point de tout cela dans la première heure de cette émission. Vous le savez, on en a pour 2 heures. Et puis la deuxième partie nous permettra de nous attarder un peu plus sur le plan d'assistance humanitaire d'urgence initié depuis quelques jours par le gouvernement camerounais pour venir en aide aux populations du nord-ouest et du sud-ouest qui, comme vous le savez, sont en crise. En résumé, prorogation du mandat des députés comprend les enjeux, appel à candidature BIA sans surprise, crise nord-ouest, sud-ouest, impact du PAHU et aussi Mouna Kamto et l'ambassadeur des États-Unis. Les invités sont au nombre de 4. Vous avez entendu parler de l'un d'eux, il est venu de Yaoundé, Saint-Éloi Bidoum. 4e adjoint au maire de Yaoundé 6 c'est dans ce studio. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur Dipita. Je voudrais rectifier une ou deux choses. Je suis le premier adjoint. Premier adjoint, pardon. Au maire de la commune de Yaoundé 6. Yaoundé 6, voilà. Je suis effectivement parti de Yaoundé pour venir prendre part à cette émission. Et vous avez lourdement souffert, vous me le disiez à l'instant, à la pénétrante Est. Vous avez fait 2 heures de route. C'est vrai que... On aurait eu le temps d'aller de Douala aider à même à Pouma. Voilà, et le voyage Yaoundé-Douala est devenu un véritable parcours du combattant, parce que quand vous avez fini le voyage jusqu'à Yassa, vous engagez un autre voyage pour atteindre la capitale. Et il dure autant que le voyage Douala-Yaoundé. Je crois qu'il faudrait que le gouvernement prenne des dispositions. Il est urgent avant la CAN pour que Yaoundé-Douala soit accessible à temps. On en a ajouté ainsi dans les oreilles des décideurs, hein, évidemment, pour que... Et effectivement... Vous êtes un maire, ce sont vos collègues. Vous avez également dit quelque chose là, au niveau des appels à candidature. Je crois que j'aurai l'occasion de repréciser ma pensée, mais ça avait tout l'air d'un contre-appel. Oh, Elie Smith, bonsoir. Bonsoir, Dipita. Vous êtes journaliste? Oui. Vous regardez de près, effectivement, au-delà de l'actualité, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, vous avoir sur ce plateau au lendemain de la rencontre d'Ayuk Tabe et Sissoko nous permettra certainement d'en savoir un peu plus. Merci à nouveau d'être là, de nous renouveler cette amitié. Et puis, l'une des premières apparitions sur ce plateau ce soir, Guy Mesmin, Kuate Wambo, bonsoir. Bonsoir, M. Dipita, et je suis très heureux, comme bien que ça soit la première fois, d'assister à ce débat. Vous êtes maire SDF de la commune d'arrondissement de Loum. Oui, disons que je suis le maire SDF de la commune d'arrondissement de Loum, mais il faut préciser que quand vous êtes maire, vous cessez d'appartenir à un parti politique.
Donc pour moi, je me considère... Ça, c'est un argument tout à fait politique d'ailleurs. Alors, Loum, on nous a d'ailleurs, le gouverneur de la région du littoral et tous les administrés ont tenu dans la localité de Bonabéry ce jour la réunion de coordination administrative. Et ce qui nous est revenu, c'est que le choix de cette localité-là n'est pas fortuite du fait de la proximité avec les événements, tout au moins pour ce qui concerne la milieu de Douala. Vous savez que Bonabéry, c'est la pénétrante ouest, donc avec toutes les populations qui viennent du sud-ouest, du nord-ouest. Les autorités ont voulu marquer un signal fort, notamment, et puis on sait également que cette zone a été marquée ces dernières semaines par des perturbations sur le plan sécuritaire, des populations qui sont faites agresser. Alors, vous, à Loum, est-ce que vous ressentez cette crise-là, puisqu'on nous a dit qu'il y a des populations qui sont arrivées aux environs de Mbanga également, tout récemment, venant de ces zones? Bon, disons qu'en réalité, vous savez que Loum a une proximité avec le sud-ouest. Et je dois dire que la population de Loum a fortement augmenté du fait de cette crise. Donc nous ne pouvons pas dire qu'on ne la ressent pas, on la ressent. Et en dehors de ça, je pense que les centres d'examen du DCA et autres ont été déportés dans la ville de Loum. Donc nous nous sentons concernés au plus haut point. Et surtout, je pense que nous restons en alerte et surtout vigilants. Parce que en dehors de ça, il y a quelques incidents qui sont signalés dans notre localité. Et c'est pour cette raison que pendant que nous allons discourir, nous aurons l'opportunité de dire un certain nombre de choses en ce qui concerne cette crise. Nous avons le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui ne voudraient pas voir cette crise s'estomper. On revient dans le débat. Merci. Merci à nouveau d'être avec nous. Une autre nouvelle apparition sur ce plateau dans ce studio, Abou Yero LH Daïrou. Il est du FSNC, le Front du Salut National du Cameroun, le parti de Issa Tchoumbabakari. Bonsoir. Bonsoir, député. Je rappelle que vous êtes étudiant inscrit en Master 2 Recherche en sciences politiques de l'Université de Ngaoundéré, président départemental du Conseil national de la jeunesse pour la VINA, ça c'était entre 2002 et 2012. Tout à fait. Actuel président départemental de la jeunesse solidarité de la VINA, GESOVI. Actuel coordinateur national de l'association des étudiants originaires du Grand Nord. Et vous êtes également cadre contractuel d'administration en service à la sous-préfecture de Ngaoundéré 3e. Vous êtes parti de Ngaoundéré. Tout à fait. Comment va la ville de Ngaoundéré? La ville de Ngaoundéré se porte très bien. Et ma fierté immense d'être à STV ce soir. Et je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs des 4 coins du monde qui nous regardent en ce moment. Également les différentes personnalités parmi lesquelles je me retrouve ce soir autour de cette table pour échanger sur un certain nombre de questions dans le cadre de la grande émission Carte sur table. Merci de cette amitié que vous nous faites également. On va prendre la première transition pour évoquer les questions, la première question du débat également. Alors, cher monsieur, je vous suggère, si vous le voulez bien, qu'on commence peut-être par vos mandats, hein, messieurs les maires. Vous devez être heureux, hein, parce que derrière cette prorogation du mandat des députés, puisque d'ailleurs l'un des motifs le dit assez clairement, chevauchement entre élections de députés, présidentielles et conseillers municipaux, il se glisse entre des lignes que votre mandat connaîtrait également son décret, mais bon, on n'y est peut-être pas encore. Mais je veux dire que pour les députés, on va dire, Guy Messmer, suite logique, hein, je veux dire que les mobiles avancés par le président, du moins par le gouvernement, on peut dire que c'est tout à fait logique, non? Bon, disons que, vous savez, nous avons entendu beaucoup de gens à un moment donné dire que les élections devaient se tenir. Mais nous, au vu des difficultés qu'on avait et des engagements de l'État, nous nous sommes dit que c'était pratiquement impossible de tenir toutes ces élections au même moment. Et vous semblez peut-être dire que les maires sont réjouis de constater peut-être que le mandat sera prorogé au même titre que ceux des députés. Moi, je dis non. Nous sommes fin prêts et même si cette élection avait été convoquée aujourd'hui, je crois que le SDF et plus particulièrement dans la ville de Loum se tient prêt pour ces différentes élections. Donc nous disons que nous ne nous en réjouissons pas
que ces élections soient prorogées, notre mandat soit prorogé, encore que nous attendons à voir. Mais tout porte à croire que si jusqu'à présent le corps électoral n'est pas convoqué, il va de soi qu'on constate inévitablement que les mandats des députés et des maires seront prorogés. Ah bon? Sur la prorogation du mandat? Bon, la prorogation, comme M. Wamba vient de le souligner, c'est tout à fait normal, parce que si toutes les élections doivent se tenir en une seule année, je pense que ça va vraiment être surchargé, non seulement pour l'État, mais également pour les partis politiques qui sont appelés à compétir. Et c'est tout à fait normal qu'on pense à une prorogation. Mais pour l'instant, disons que c'est encore un texte qui est posé sur la table au niveau de l'Assemblée nationale. Vous pensez que l'Assemblée ne validera pas ce texte-là pour les députés? C'est une éventualité. Donc, ça peut aussi arriver. Donc, tout est possible, parce que c'est eux qui vont décider. Donc, je ne vais pas me permettre à beaucoup de commentaires par rapport à un texte qui n'est pas encore voté. Donc, c'est normal, mais nous attendons voir. Saint-Éloi Bidon, c'est vrai que tous les spécialistes disent que, bon, vu les délais, le président de la République le gouvernement a bien fait d'attendre le jour de la prorogation. Est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter cette conclusion-là? On aurait pu peut-être il y a un mois, sachant, c'est pas d'aujourd'hui que datent les difficultés, ou du moins le constat de ce que organiser 4 élections cette année aurait été compliqué. Attendre ce dernier moment, d'ailleurs en fin de session, parce que les gars sont à Yaoundé depuis, les députés sont à Yaoundé, pardon, depuis le 1er juin, nous sommes pratiquement en fin de session. Non, je crois qu'il faut éviter de faire de la politique là où on doit regarder les choses avec beaucoup plus de lucidité. On ne fait pas les élections législatives et municipales dans un pays qui est en guerre. Vous savez que le pays n'est pas sécurisé en ce moment. Il y a la guerre au nord avec Boko Haram, il y a la guerre à l'est avec les Séléka, il y a la guerre contre les Ambazoniens au nord-ouest et au sud-ouest. Vous comprenez que le contexte ne s'y prête pas. Je crois que le gouvernement était prêt pour organiser ces élections. D'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder le budget 2018 qui a pris en compte le fait qu'il y aura des élections. Mais allons-nous faire des élections dans des zones qui ne sont pas sécurisées? Je crois que c'est un risque énorme. Mais ce n'est pas l'argument que le gouvernement... Ça, ce n'est pas l'argument que le gouvernement donne, c'est un argument que Saint-Éloi donne qui justifie effectivement le fait qu'il y ait un renvoi. Une élection présidentielle, c'est l'élection d'un homme. Une élection législative ou municipale, c'est une élection à très haut risque parce qu'elle met en scène et en jeu beaucoup de personnes. Donc, mais Monsieur Saint-Éloi, sauf si vous pensez que on peut mettre un gendarme derrière chaque Camerounais dans ces zones qui ne sont pas sécurisées pour qu'ils aillent voter, je crois que ce ne sera pas juste qu'on ne puisse pas voter dans ces zones-là, alors qu'on est en train de faire une élection. Oui, dites-moi avant que je passe la parole. Je voudrais dire à M. Saint-Éloi que le gouvernement n'a jamais été prêt pour ces élections. Quand vous parlez du budget qui a été voté, nous nous souvenons du programme prioritaire du chef de l'État qui avait un budget de 1000 milliards. Aujourd'hui, s'il faut se poser des questions sur l'exécution de ce projet, de ce programme, on ne peut rien, il n'y a rien qui puisse se dire là-dessus. Moi, j'ai dit, le fait qu'on ait voté un budget de 50 milliards ne veut pas forcément dire que l'État avait des intentions d'organiser véritablement ces élections. Depuis le début... Qu'est-ce que vous en savez? J'ai dit depuis le début, moi je dis depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, tous les analystes sont formels là-dessus qu'il était pratiquement impossible que les élections s'organisent dans ces circonstances. Même pas seulement en tenant compte de la guerre, mais compte tenu aujourd'hui des difficultés financières que l'État rencontre. Mais qu'est-ce que l'État a fait?
L'État a tout fait de croire aux gens que non, ils étaient fin prêts avec la correction du budget qui était renvoyée au niveau de l'Assemblée nationale. Que non, nous savons tous qu'il était pratiquement impossible que les élections s'organisent dans ce pays au vu de ce que tout le monde connaît. Donc il ne faut pas qu'on trouve des excuses à l'État en disant que non, c'est une situation sécuritaire qui le permet. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois que vous faites de la pure spéculation intellectuelle. Oui. Je vous dis tout simplement que le simple fait, ce n'est pas un argument que le gouvernement a fait valoir, que moi je fais valoir. Et il y a un autre argument. Le Cameroun a des agendas qui vont au-delà de ce que vous pouvez penser sur la gouvernance, sur la malgouvernance. Le Cameroun a des agendas impératifs. Moi, je pense que M. Saint-Éloi Bidoum a dit la vérité et je suis content qu'il est du RDPC, il reconnaît la réalité. Moi, j'avais toujours dit ici qu'on ne peut pas organiser les élections parce qu'il ne sait pas comment on va organiser les élections dans le nord et le sud-ouest. Ce sont les élections, comment on appelle, sénatoriales. C'est indirect, on peut déporter des gens à Tchang ou à Loum, mais les élections législatives, on ne peut pas le faire parce que l'environnement n'y s'y prête pas. Bon, ajouter aux zones, comme il vient de dire, à l'est, parce que beaucoup de gens, on parle par exemple de la situation dans le nord et du sud-ouest, mais on oublie qu'on a un problème dans l'est du Cameroun, que les gens n'en parlent pas. Et puis la situation dans le Grand Nord, et en particulier à l'extrême nord, donc on ne peut pas organiser les élections. Mais si je pose cet argument, ça veut dire que la présidentielle même aussi, elle est compromise. Non, parce que moi j'ai toujours cru que pour qu'il y ait élection dans ce pays, au moment où nous sommes, il faudra qu'on s'asseye et on discute pour avoir la paix. On ne met pas les charrues avant les bœufs. Ah bon? La présidentielle pourrait être compromise également si on s'en tient à cette configuration-là. Laissez-moi un peu exprimer mon étonnement. Si M. Bidoum est en train d'émettre d'arguments qui sont en contradiction avec ceux qui ont été déposés par la hiérarchie même du parti, je trouvais ça un peu étonnant. Donc, je pense que c'est l'État qui reste maître et qui est au contrôle de tout. C'est l'État qui peut nous dire si le climat s'y prête ou non. Et c'est pas à nous, c'est pas aussi dans le cadre d'un débat comme ça, ou bien c'est les rumeurs qui doivent seulement nous indiquer. Non, je ne pense pas. Moi, je me dis que les arguments qui ont été déposés par le gouvernement peuvent valoir juste, mais je suis vraiment étonné du fait que les arguments qui sont soulevés par le représentant du RDPC sont en contradiction avec ce qui est... Vous êtes meilleur défenseur du RDPC ce soir, alors? Non, je ne suis pas meilleur. Juste pour exprimer mon étonnement. Donc, je suis étonné. Donc, je ne comprends pas comment cela peut être possible. Bon, c'est le RDPC, peut-être, c'est la stratégie politique de ces partis. Mais tout ce que moi je peux dire, laissons les députés débattre autour de ce texte. C'est eux qui doivent savoir si il est juste d'adopter le texte ou non. Donc, c'est pour cela que moi, dès le départ, je n'ai pas voulu m'entraîner dans des commentaires juste comme ça. Ok, ça c'est votre point de vue. Saint-Éloi va réagir. Mais mes arguments ne sont que complémentaires à ce que mon parti a dit. Peut-être qu'il y avait des esprits peu pensants autour de la table qui n'ont pas pensé pouvoir dire aux Camerounais qu'on ne fait pas les élections dans un pays qui n'est pas sécurisé. Donc, ça n'a rien contre ce que vous voulez, mais je voudrais quand même vous rassurer en disant que vous ne pouvez pas mieux défendre les intérêts de M. Biya, qui est le président national du RDPC que moi. Quoique sur ce plateau, je ne me suis pas présenté comme étant le représentant du RDPC. Je ne parle pas au RDPC. Je suis directeur de publication, monsieur. J'ai une ligne éditoriale. Je peux avoir mon opinion. Je fais des analyses. Je dis les choses comme elles me viennent, comme je les sens, comme je les vois. N'en déplaise parfois. Encore qu'on n'a pas besoin d'être forcément député pour se rendre compte que la situation du pays est critique. Le président Paul Biya est un on ne doit pas s'éterniser en attendant que les députés puissent, je ne sais pas, se prononcer sur une loi. Nous tous, nous sommes des Camerounais, et le fait que les députés ont un mandat ne veut pas pourtant dire qu'ils ont la science infuse. Vous avez le souvenir d'une seule fois où un projet de loi a été rejeté, monsieur? Ça, c'est votre opinion. Je ne pense pas. De toute façon, moi, je me dis que le président Paul Biya aujourd'hui, c'est un label.
parler... Et souffrait qu'on partage ces labels parce que le FSLC... J'ai même des difficultés à prononcer le nom de votre parti. Vous êtes d'ailleurs parti allié. Hein. Non. Parti allié, vous êtes, accompagnateur du chef de l'État. Mais bon. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans la mer avec le RDPC. Vous savez que le griotisme politique a encore beaucoup d'avenir dans ce pays. Il est dans son rôle. Tout à fait. Étant de la même façon que votre président national, vous êtes dans votre rôle. Moi au moins. On vous connaît et pourquoi comme M. Bidoum ne fait pas comme son président? Il est libre d'esprit. Il est libre d'esprit. Il est libre d'esprit. Parce que je pense que c'est le président qui a eu à saisir l'Assemblée nationale. J'ai dit que M. Saint-Éloi est libre d'esprit. Il faut le reconnaître. Voilà. Et je soutiens ce test. Et comme c'est le SDF qui vous appuie, je suis content. Vous comprenez. Il y a un parallélisme qui s'installe là ce soir. Vous comprenez que quand les grands esprits... FSNC contre RDPC avec SDF. Non, je ne suis pas contre ce n'est pas la première fois. J'ai juste exprimé mon étonnement. Ce n'est pas la première fois que... J'ai juste exprimé mon étonnement. Je suis content du fait que le SDF me reconnaît quand même une ressemblance à mon président national. Là, je suis content. Je rejoins Abo sur un point. On va laisser les députés mettre leurs intelligences ensemble pour voir ce qu'il en sera de cette proposition de loi. Ce projet de loi. Pardon, ce projet qui vient effectivement du gouvernement, parce que les propositions, on en a très peu dans cet hémicycle. Ce projet d'ailleurs qui va réunir le Parlement. Hein. Ce projet de loi, on verra bien d'ici la fin de la session ce qu'il en sera. Donc la présidentielle ne peut pas prendre un coup, pour la simple raison que la Constitution ne permet pas au président de la République de proroger le mandat présidentiel et le mandat sénatorial. Or, la Constitution prévoit le report éventuellement 2 fois 9 mois des élections législatives et municipales. Donc, c'est plus une affaire de droit qu'une affaire de politique. En situation de et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est en ça que le président Biya a raison de poser sur la table des députés un projet de loi. Je prends une hypothèse, peut-être de film, vous me direz. Si le Cameroun rentrait en guerre, pourrait-on organiser une élection présidentielle? Non. Pas du tout. Pourquoi souhaiter ces malheurs? Non, je ne souhaite pas. Parce qu'il a dit dans l'absolutisme que la Constitution ne permet pas qu'on proroge le président de la République. Monsieur Dipita, le Cameroun n'est pas en guerre. La situation est déjà sous contrôle. Non. Et je reprécise. Saint-Éloi dit que la Constitution, et là je le soutiens d'une part, ne prévoit pas une prorogation du mandat présidentiel. Partant de là, j'ai donc posé ma question extrême. Si le Cameroun était en guerre... Le Cameroun est en guerre, monsieur Dipita. Ne faites pas comme si vous ne savez pas que le Cameroun est en guerre. Pourrait-on Le organiser Cameroun est en guerre, sauf que cette guerre se déroule dans un coin du Cameroun et avec beaucoup plus d'intensité. Pourrait-on organiser la présidentielle? On ne peut pas. On ne peut pas dans la mesure où je vous dis qu'une élection présidentielle, c'est l'élection d'un homme. Et en termes de stratégie politique, la politique c'est la ruse. Ceux qui n'ont pas d'intelligence pour comprendre que si les élections tombent pendant la guerre, ça tourne à l'avantage du président parce que le président de la République a tout fait pour sécuriser des zones, malgré la résistance, des poches de résistance. Alors, puisque la Constitution ne permet donc pas qu'on proroge dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'élection. Mais monsieur Saint-Éloi, je pense que quand vous parlez des ruses, vous voyez un peu, comment est-ce que je peux dire, c'est un peu méchant à la limite, parce que vous semblez nous faire comprendre que cette situation est entretenue alors. Parce que vous dites que faire les élections, le président serait enclin à ce que les élections se passent dans cette situation parce que c'est à son avantage. Donc moi je voulais donc poser une question. Je veux bien savoir, donc selon vous cette situation est entretenue alors? Je serai du parti d'opposition, je demanderai à corps et à cri le renvoi de cette élection présidentielle. Parce que vous devez savoir mieux que tout le monde qu'une élection qui se déroule pendant la guerre va à l'avantage de celui qui a tous les leviers en main. Je demanderai le report parce que dans vos stratégies, le SDF, le MRC, le parti d'Akeremouna, vous voulez profiter de cette situation pour créer une situation de désordre où les gens vont se déclarer élus après les élections terminées pour plonger le Cameroun dans la situation. C'est d'où ma question. Dans cette hypothèse, quel est l'instrument institutionnel qu'on met en branle pour donc reporter
l'élection présidentielle? L'instrument, je vous dis que la Constitution en elle-même ne prévoit pas de mécanisme de prorogation. La Constitution prévoit des mécanismes d'anticipation. Il faut donc une solution politique concertée. Mais je dis que si le SDF est pressé d'aller à cette élection, c'est parce que vous êtes en train de nous préparer le syndrome ivoirien. Et non. Il n'aura pas lieu. Bon, moi, je crois que, Monsieur Saint-Éloi, je crois qu'il faut être responsable de vous quand on... ne vous énervez pas. Non, je peux pas m'énerver. Oui. Ça, soyez-en sûrs. J'ai déjà beaucoup d'admiration pour vous, pour vos positions au sein du RDPC. Mais sauf que quelquefois, je trouve qu'il y a des égarements. Quand vous tenez ce genre de langage en disant que nous verrons un syndrome à l'ivoirienne, je tiens à vous rappeler que si en 92 on avait voulu que ça se passe de cette façon, il y aurait eu la guerre au Cameroun. Alors nous avions tout fait pour maîtriser la situation parce qu'on ne voulait pas voir les Camerounais s'entretuer. Or, on sait que c'est la politique du RDPC actuellement. C'est pour cette raison que jusqu'à preuve de contraire, vous refusez systématiquement et catégoriquement que les gens se mettent ensemble pour essayer de discuter des problèmes. Vous savez combien de séminaires vous avez multipliés pour la maîtrise des populations en période post-électorale? Non, nous n'avions jamais fait. J'ai dit, nous n'avions jamais fait. Vous n'avez fait que ça et vous jamais de pas que M. Maurice jamais de séminaire. Jamais les choses ne se passeront pas comme jamais de séminaire. Attendez. Il n'est pas de Maurice Kamto. J'ai dit jamais de séminaire. Ils sont de la même famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? De toutes les façons, vous nous annoncez qu'une coalition en train de se préparer à entrer en coalition, pas avec le RDPC, mais entre eux. Vous êtes certainement dans les secrets. SDF, vous êtes certainement dans ces secrets. MRC. Non, je vous demande si vous êtes dans ces secrets. Non, moi je dis une chose. C'est-à-dire que moi je dis une chose, il ne faut pas distraire les Camerounais. N'égarons pas le débat. Ne distrayons pas les Camerounais. Nous avions des préoccupations et notre souhait, ici en ce qui concerne notre parti, le SDF, c'est que nous avions toujours prôné la paix dans ce pays. Vous, certainement, la plupart des temps, vous portez, vous présentez... jamais que votre président Froundi a dit... Alors, on va recadrer le débat, on va revenir sur la prorogation. D'ailleurs, je pense que tout est dit. Hein. On va observer, laisser les députés, je l'ai dit, dans leurs intelligences, décider de ce qu'il en sera de ce projet de loi-là, avant la fin de la session parlementaire. On va observer certainement qu'une décision, une nouvelle loi va être prise dans ce sens-là. Cela dit, on va y aller sans transition. Et je commence peut-être par vous, cet autre thème. Eli Smith, 2 milliards et 600 millions, on annonce, reparti entre notamment 3 candidats, Akere Mouna, Maurice Kamto, Joshua aussi. D'ailleurs, ces derniers démentent. Hein. Depuis ce matin-là, c'est à tout rompre. Tout le monde dit vraiment, c'est un coup bas politique. Oui, la forme soi-disant que les États-Unis auraient donné ou promis à ces candidats pour financer leur campagne à venir. Non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas que ce n'est pas comme ça qu'on fait pour financer. Si les États-Unis, je crois que je l'ai dit déjà, je le dis encore, si les États-Unis ont envie de déstabiliser le Cameroun, bon, ça ne va pas prendre, ça n'a pas beaucoup de minutes à prendre pour le faire. Et deuxièmement, si un pays comme les États-Unis a envie on ne va pas réunir 4 personnes dans un bureau pour dire, je ne crois pas que c'est ça. Pour moi, je pense que celui qui a émis ce genre de rumeurs, c'est pour soit... Je rappelle que c'est l'honorable Bapot Lipot de l'une des tendances de l'UPC chez nos confrères de, je crois, Vision 4, hein, qu'il avait annoncé. Donc moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que les États-Unis ont envie de déstabiliser le Cameroun. Et je ne pense pas que les États-Unis, s'ils veulent faire un financement, vont réunir 4 personnes dans une chambre ou dans un bureau, dit non. Je crois que c'est quelque chose, c'est une mensonge cousu du fil blanc qui ne tient pas sa route. Hein. Ce n'est pas comme ça qu'on fait pour financer des partis politiques ou financer quoi que ce soit. C'était plutôt la CRTV. Wambo, vous avez reçu cet argent-là? Bon, moi je peux... Vous avez reçu combien dans 2 milliards? Personnellement, moi j'ai dit en toutes circonstances que c'est même un sujet sans commentaire. Vous savez que pour essayer un peu de en fait,
personnellement, moi je crois que ce sont des sujets pour lesquels nous ne devions même pas nous prononcer. Parce que quand vous prononcez sur ces sujets, vous donnez un peu du crédit à ceux qui ont débité les inepties de cette nature. Moi je dis, les États-Unis n'ont pas aucun intérêt actuellement à déstabiliser le pays. Et je tiens à vous faire remarquer que, vous rappelez que les États-Unis sont allés au Panama prendre Noriega, qui était président de la République du Panama à l'époque. Donc c'est pour démontrer toute la puissance des États-Unis. Et encore plus, ce jour donc, on dit qu'ils se sont réunis à l'ambassade, on était à Yaoundé au NEC, et nous avions passé toute la soirée avec l'honorable aussi. Je ne sais pas par quel il n'a pas le don d'ubiquité, à ce que je sache. Je ne sais pas par quelle magie il s'est retrouvé à l'ambassade des États-Unis. Donc moi je dis, comme a dit M. Smith, ça c'est un mensonge cousu de fil blanc. Et puis à mon avis, ce n'est même pas des choses sur lesquelles il faut faire des commentaires. C'est un non, personnellement c'est un non-événement. Vous avez la même lecture, Abo? Oui, un peu nuancé, puisque en tout cas, M. Wamba est mieux placé que quiconque pour nous donner des précisions sur cette question. Mais une fois de plus, je ne veux pas me permettre des commentaires sur une rumeur qui n'est pas... Je veux dire qu'à partir du moment où l'ambassade des États-Unis est concernée démente, bon, on est parti de la rumeur, mais ça prend quand même... je veux dire que ça donne quand même lieu d'analyse. Hein. Ça devient un problème, j'ai failli dire, de politique intérieure, avec une main... Oui. On va revenir sur vous. Oui, moi, je pense, je peux me permettre de me dire que si l'ambassade des États-Unis se permet de mentir, c'est que, si vous voulez, je crois que ça fait un mois ou 3 semaines, il y a eu, quand l'ambassadeur des États-Unis qui a dit les États-Unis a dit à leur ami le Cameroun, en particulier à M. Biya, de penser à ce qu'on appelle l'héritage, en anglais on appelle ça legacy. Et que j'ai vu un lever de boucliers des soi-disant supporters du président. Je crois que les États-Unis se sont dit, donc, on est aussi obligé, quand il y a eu cette rumeur comme ça, de démentir ça avant que ça ne prenne une proportion alarmante. Une fois de plus, le Cameroun n'est pas quand même l'Iran. Vous savez que Mossadegh a été renversé en 1953 par les États-Unis. Et vous savez ce qu'est l'Iran. Le Shah de l'Iran a perdu le pouvoir en 1979 avec Ayatollah Khomeini. Pourquoi? Grâce aux États-Unis. Donc moi je ne crois pas que, je pense au sein du RDPC, il y a quand même des gens qui sont normaux, qui réfléchissent normalement, qui ne cèdent pas aux rumeurs de quartier pour des gens qui ont envie de se faire adouber par leur parti politique. Non, les États-Unis, non. Une fois de plus, les États-Unis, ce sont des amis, c'est l'ami du Cameroun. Le BI qui opère est formé par les gens de Fort Bragg, de Navy CB, c'est US. Pas les Israéliens? Non, les gens qui sont à la base qui est à Maroua, que là où ils sont sortis pour aller au Niger, ils sont aussi au Cameroun. Donc c'est un allié au Cameroun et les États-Unis ne peuvent pas vouloir l'instabilité du Cameroun. Et un bon ami conseille à un autre ami la vérité. Si tu dis à ton ami que, écoute, tu as déjà fait 40 ans au pouvoir, tu n'es pas Lee Kuan Yew ou Mahathir Mohamed, pardon, pense à être comme M. Mandela, est-ce que c'est mauvais? Donc voilà la même chose, je crois que c'est la même attitude maintenant qu'il fallait arrêter cette mensonge qui ne tient pas. Moi je crois que c'est un peu ridicule d'en parler. Saint-Éloi, simple rumeur à jeter dans les oubliettes. Quand j'entends mon ami dire que les États-Unis sont un pays ami, je voudrais vous rappeler que les États n'ont pas d'amis, mais ils ont des intérêts. La deuxième chose que je voulais vous faire savoir, c'est que M. Bapol Ipot est un député de la nation. Je voudrais préciser, pour mieux corriger, que la déclaration avait été faite chez nos confrères de la CRTV. Oui, M. Bapol Ipot est un député de la nation. Et comme disait le président Biya un jour, la vérité vient d'en haut. C'est un député qui parle. C'est un député qui renonce, qui accuse. C'est un député qui dénonce. Alors, mais le député a-t-il une parole d'évangile? Laissez-moi. Le député a-t-il une parole d'évangile? Je me souviens tout simplement. Je me souviens tout simplement. Nous connaissons tous les mensonges que ce régime a prononcés. Politique. Ne vous en prenez pas. Non, moi je l'accuse pas de mensonge. J'interroge juste. Quand vous avez parlé, moi je vous ai laissé parler. Mais je vous dis que si vous arrive de faire une balade dans la nuit, vous êtes fatigué,
vous vous asseyez sous un arbre, s'il tombe des pommes, sachez que vous êtes sous un pommier. Alors, M. Bappo Lipote est un député d'un parti politique qui siège à l'Assemblée nationale. Vous pensez vraiment qu'en Mondio Vision, un député peut se fendre dans ce type de déclaration de manière fortuite, y compris à briser sa carrière? J'ajoute à votre développement. Oui. J'ajoute à votre développement. Oui. Vous reprenez la parole. Vous pensez vraiment qu'en pareille circonstance, l'ambassadeur des États-Unis, les 3 personnes impliquées ou concernées ou accusées feraient en Mondio Vision un tel démenti? Vous savez, la diplomatie a ceci de particulier. C'est l'art de dire des choses ignobles avec des mots élégants. C'est valable aussi bien pour le Bappo Lipote que pour les autres alors? Donc, non, c'est la diplomatie. Donc, quand vous entendez les Américains, vous entendez les Américains parler et vous savez le manque d'élégance qu'il y a dans le langage du président de la première puissance mondiale. Et de manière claire, non, Terminé. Vous voulez prendre la parole? Terminé, je la lui passe. Je peux vous la passer. Donc, je reviens sur l'ambassadeur des États-Unis s'est permis de violer l'article 2 de la Charte des Nations Unies qui voudrait que, qui pose le principe de la non-ingérence dans les affaires d'un État. Quand un ambassadeur prend sur lui la responsabilité de venir dire à un président de la République qui n'est pas son collègue, parce que le collègue du président Biya, c'est le président Trump, de lui dire de penser à l'histoire, il ferait mieux d'aller commencer à donner des conseils à Donald Trump qui savait pertinemment, vous le savez mieux que moi, qu'en déplaçant l'ambassade d'Israël pour l'amener à Jérusalem, il y aura un cortège de morts, un fleuve de sang. Non, pour dire qu'il est venu donner des conseils au président, il n'a pas donné le conseil au président Trump d'arrêter sa sympathie avec les lobbies des armes qui font tuer autant d'Américains. Il n'a pas donné de conseils. Trump peut rentrer dans l'histoire. Il est même déjà rentré. Il est déjà rentré dans l'histoire. Laissons Trump aux États-Unis. Laissez le président Biya, je le dirais, peut-être dans le cadre d'un autre sujet, il n'appartient pas aux Américains de venir nous dire que le président Biya parte. Il appartient aux Camerounais, vous qui êtes du SDF, d'aller voter contre lui et il partira. Vous réagissez et puis... Donc, moi je voulais juste dire à M. Saint-Éloi que je suis assez surpris et déçu parce que je regarde, quand vous regarde constamment débattre. Si sur la base de ce que M. Bappo Lipote a dit, vous prenez ça comme une vérité d'évangile parce qu'il est député, moi je crois que franchement c'est assez décevant. Donc vous croyez que parce qu'on est député, qu'on a je sais pas, tout ce qu'on dit est vérité d'évangile? Non, soyons quand même sérieux. Est-ce que vous pensez que les États-Unis ont besoin de regrouper 3 personnes dans une salle pour leur distribuer 2 milliards et demi pour déstabiliser? Est-ce que vous pensez vraiment réellement qu'avec 2 milliards et demi on peut déstabiliser M. Biya? Moi je vous pose la question. Non, quand même soyons sérieux. Ne versons pas dans le divers. Alors quoi plus complet avec cette information? Ne versons pas dans le divers. Moi je vais juste dire que vous savez, la plupart des presses... Vous n'avez pas de respect pour un élu de la nation. Monsieur, vous êtes maire. Je vous rappelais que vous êtes maire. Alors, si vous, ce n'est pas parce que je suis maire que je vais débiter si vous faites une déclaration... Non, c'est une affaire de responsabilité. S'il vous plaît, vous dites que c'est une affaire de responsabilité. Mais je crois quand même que M. Bappo Lipote qui a déclaré, est-ce que je crois qu'il faudrait qu'il nous apporte plus de précisions? À vous? Il a déjà dit. Alors, je voudrais néanmoins préciser... Il a déjà dit, je voudrais néanmoins préciser... Et c'est l'ambassade des États-Unis qui se fend comme il a dit en monovision, nous savons quels sont les mensonges, la plupart des mensonges que vous dites en monovision. Moi, je vais dire juste une chose. Vous dites, les États-Unis, c'est pas à eux de nous donner une leçon. Moi, je suis de votre avis. Mais c'est pas aussi mauvais de dire à un ami,
Après 45 ans, quand même, on est fatigué. Vous pensez que les États-Unis ont besoin de regrouper les gens pour donner 2 milliards pour déstabiliser? Je voulais néanmoins préciser. Soyez quand même sérieux dans ce que vous dites. Dans son démenti, Maurice Kamto précise qu'il était effectivement à l'ambassade, mais avec entre autres le ministre Grégoire Orona, qui par ailleurs, vous le savez bien comme moi, est secrétaire général adjoint du RDP. C'est le cardinal Christian Toumi. On a vu également des personnalités de la société civile. Peut-on donc croire, si on prend cette hypothèse des 2 milliards... Vous voyez que Bapolipod n'a pas menti. Non, Ça suppose que M. Grégoire Orona et autres étaient dans le coup. C'est là que je Donc voulais... ça veut dire, en réalité, de toutes les façons, Alors, moi je suis d'accord avec vous. Hein. Vous savez pourquoi je suis d'accord avec vous? Non, il y a l'un de vos collègues qui a dit qu'il y a un coup d'état scientifique contre votre président. Donc il n'est pas exclu que peut-être certains de vous se soient retrouvés également là-bas pour se... C'est moi qui l'ai dit. J'ai dit, mais de toutes les façons, j'ai dit qu'il n'est pas exclu que certains de vous se soient retrouvés également à l'ambassade des États-Unis parce qu'ils devaient aussi recevoir des paquets pour déstabiliser M. Biya. Non, l'ambassadeur vous ne pouvez pas dire ça. L'ambassadeur des États-Unis a des amis. A des amis. Alors, parmi lesquels, parmi s'appeler Grégoire Orona. Mais alors, ils peuvent partager le champagne quand ils veulent. Pourquoi donc dire que ça? Pourquoi donc ils sont nous dit qu'il a participé à un complot ourdi par lui, monsieur Bapolipod. Oui. Et il a dénoncé. LH Daïro. Vous direz, comme certains, que c'est de bonne guerre dans cet environnement politique où désormais à l'approche des élections, et cette fois-ci présidentielle, tous les coups sont permis? Je l'ai bien indiqué que c'était la rumeur. Vous ne La commentez pas rumeur aussi a bien indiqué que le SDF serait partie prenante au partage du de cette gâteau. bagatelle. Donc, si ce serait le cas, là j'utilise le conditionnel, sachez que c'est le principe sacro-saint même de la politique qui a été violé. Parce qu'un parti politique digne de son nom n'attend pas un financement occulte, puisqu'il y a toute une réglementation qui entoure le financement des partis politiques. Nous pouvons dire que c'est un financement occulte. Parce que jusqu'à présent, ça ne se dévoile pas. Si ce serait le cas, là je précise. Donc, je ne vais même pas trop me permettre de commentaires sur une rumeur. Pour l'instant, moi, je prends cette information comme une rumeur et je ne veux pas aller plus loin. Bon, moi, je voulais juste dire... Une dernière réaction là-dessus, oui, je passe à l'appel à la candidature. Justement, je voulais dire une chose. Hein. Nous avons observé ces derniers temps une prolifération de presse, d'organes de presse. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, le gouvernement RDPC est acculé. Le gouvernement RDPC aujourd'hui en déroute au vu de l'échec total que nous observons aujourd'hui. Donc, naturellement, il cherche à distraire le peuple. Et c'est pour cette raison qu'il trouve les moyens, à travers certains, je ne sais pas, certaines personnes... Député du SDF? Non, nous ne sommes pas... M. Bapolipod n'est pas député du SDF, c'est à ce que je sache. Mais je dis qu'il trouve des moyens, à travers ces personnes, ces sbires, d'entretenir une rumeur et essayer un peu de ternir l'image des partis politiques. Moi, je dis, si à jamais les partis politiques ont besoin d'une coalition, ils n'ont pas besoin de l'aval des États-Unis pour avoir cette coalition. Je m'inscris en faux et je dis, personnellement, comme vous avez dit, c'est une rumeur. Et ce commentaire, nous le faisons parce que nous sommes sur un plateau. Pour moi, en ce qui me concerne, je l'ai entendu, mais vraiment de Dieu, je n'ai plus jamais discuté. D'ailleurs, ça confirme l'attitude des uns et des autres, accusation contre démenti, même s'il faut préciser que la rencontre a eu lieu, du moins la rencontre Kamto Grégoire Orona et autres, est bien antérieure avant l'audience au Palais de l'Unité avec le président de la République. On n'était pas encore dans ce cafouillage qui... Alors, d'un sujet à l'autre, après la candidature, Saint-Éloi Bidon. Paul Biya champion, candidat pour le RDPC, candidat pour le Cameroun. J'ai commis une tribune au sujet des appels à candidature que j'ai intitulé « Ces appels qui peinent le peuple ». Je suis foncièrement contre les appels à candidature parce qu'il s'agit des procédés antidémocratiques. Vous tirez une balle dans le pied. Hein? Et je voudrais, n'essayez pas de m'effrayer parce que il faut beaucoup. Je fais les constats, voilà. Je suis une vraie personne. Je suis ce qui a en appel à corps et à cri à la candidature du président Biya à l'élection présidentielle. Je suis convaincu qu'il n'aime pas le Cameroun.
et qu'il n'aime pas Paul Biya. Parce que vous ne pouvez pas demander à un monsieur qui a passé 60 ans de haute administration au niveau le plus élevé de se porter candidat au moment où on peut estimer qu'il est en droit de pouvoir se reposer. Le président Biya a dit un jour que la retraite n'est pas une sanction, mais un mérite. Ces gens n'aiment pas le Cameroun et ils savent pourquoi ils font des appels à candidature. Moi, j'ai 58 ans. Ces gens ont accompagné le président Biya depuis 36 ans. Pour ma part, je pense qu'ils étaient à l'école du pouvoir et qu'ils ont déjà suffisamment appris pour pouvoir prendre le relais que le président leur tend depuis un certain temps. Alors, je voudrais leur dire aujourd'hui, Paul, Paul, Ali, Laurent, Séraphin, vous êtes en train de trahir et les Camerounais, parce que les Camerounais ont cru en eux qu'ils pouvaient prendre la relève. Moi, je ne suis pas entré dans un parti politique pour accompagner les gens. Je suis entré dans un parti politique pour faire mes bancs. Et j'ai déjà fait mes bancs. Et c'est pour ça que moi, Saint-Éloi Bidou, je me suis porté candidat à la présidence nationale du RDPC. Et je ne veux pas vous cacher, la plus noble des intentions que j'ai, c'est celle de gouverner le Cameroun. Et pour gouverner le Cameroun, il faut être dans un parti politique, en avoir la présidence pour être le candidat naturel. C'est pour ça que j'appelle le président à ne pas céder, au chant de ces sirènes qui lui demandent de se représenter après toute cette haute trahison. Dites-moi un peu, vous avez le souvenir de quelque chose qu'on retiendra du président Biya s'il décidait de... Vous avez le souvenir de quelque chose? La seule chose qu'il aurait voulu qu'on retienne de lui, il est l'homme qui a porté la démocratie. On est en train de la lui arracher en lui demandant de faire des investitures et des appels à candidature. Et je voudrais donc dire que les gens se rappellent que quand le Titanic coulait, l'orchestre philharmonique était en train de jouer et les gens en redemandaient. Moi, je dis, je veux que le président Biya organise des élections au sein de son parti. Et il aura été en droite ligne des idéaux qu'il a prônés dès son arrivée, c'est-à-dire la démocratie. Que ça commence dans le parti. Alors, et puis, on verra. J'avoue, Guy Mesmer, qu'après une telle diatribe, je n'ai plus envie de vous donner la parole. Non, mais permettez, oui. Je vais mettre un petit bémol. On va revenir sur le sujet. On va pas en débat. Pour préciser les propos de Bapod, parce que ça me vient un peu de partout, pour faire un amendement, c'est que l'honorable Bapod Lipot n'a pas parlé de financement, n'a pas parlé d'argent. Et d'ailleurs, quelqu'un a eu la gentillesse de m'envoyer avec précision ce qu'il a dit. J'ai été outré alors que j'étais invité à une rencontre avec des congressmen et autres hauts responsables venus des États-Unis à l'ambassade, et étant des leaders tels que... étaient des leaders tels que Kamto Osiemuna. Non, étant des leaders tels que Kamto Osiemuna ont demandé à ces gens de tout faire pour empêcher la candidature de M. Biya. C'est juste pour préciser. Alors permettez que je donne un peu la parole à notre ami El Hadj Daïro du FSNC, dont, il faut le préciser, le parti encourage, demande même d'ailleurs, et a décidé de soutenir la candidature du président Biya. Vous confirmez tout cela ce soir, malgré la sortie de Saint-Éloi Bidou et ses arguments? Je vais un peu revenir sur les propos de M. Bidou. Lui, que je taxerai d'ailleurs d'égoïste. Pourquoi? Parce qu'il a oublié un point. Qu'est-ce que la Constitution prévoit par rapport à la candidature? Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour être candidat à la présidentielle? Je ne pense pas. Et M. Biya, en tant que Camerounais, est dans son droit de se présenter, même s'il est au-delà de 100 ans. C'est dans son droit. Donc, je pense que si M. Bidoum a l'intention de se présenter comme candidat,
il faudra aussi rester dans le cadre de la loi constitutionnelle et respecter l'autre. Et d'ailleurs, il reconnaît quelques mérites à son Excellence le président de la République, Paul Biya, de qui la démocratie est venue au Cameroun. Donc, c'est un mérite à ne pas mépriser. Et maintenant, pour répondre un peu à cette question, je m'étonne encore. Pourquoi? Parce que chez nous, au FSNC, on reconnaît le président Paul Biya à travers ses actes, à travers ses œuvres, à travers sa bienfaisance. Mais si c'est encore un militant du RDPC qui a du mal à reconnaître les mêmes mérites à ce président, qui aujourd'hui est en train de présider fièrement à la destinée de cette nation, une fois de plus, je suis étonné. Je suis étonné. Ça, c'est la dictée. Et c'est le RDPC toujours qui appelle à la candidature. Et je me demande d'où viennent toutes ces dissensions au sein du RDPC. C'est ça, qui fait le charme du RDPC. Vous devez donc comprendre que le président Biya a fixé le cap, la démocratie. Donc vous faites de la comédie. Non, non. C'est-à-dire que pour faire le charme, par principe, vous dénoncez vos camarades. Le président Biya a fixé le cap. Chacun est libre de prendre ses positions. Je vous dis que la mienne, et je n'ai pas dit que j'étais contre la candidature de Paul Biya. Parce que si Paul Biya organise un congrès, attendez, si je veux juste le préciser, si Paul Biya organise un congrès, il organise des élections au sein du RDPC, il est élu le président du RDPC, je soutiendrai la candidature de Paul Biya contre celle de Josie Ochoa. Je soutiendrai contre celle de l'autre. C'est ça qui fait le charme de ce parti. Parce que, et on passe en d'autres temps, en d'autres circonstances, ceux qui ont parlé comme ça dans certains partis, je regardais mon regard, vous vous souvenez du côté d'Imperial Hotel, vous savez comment ça s'est terminé. Merci. Allez-y, allez-y. Monsieur Bidou, en tant que candidat déjà à la présidentielle, je sens que vous avez vraiment besoin du temps. Et c'est pour cela que je vous ai laissé parler à ma place. Donc, vous êtes libre de vous exprimer. Mais sachez que ce n'est pas bien d'être en contradiction avec son parti. Parce que je ne sais pas, aujourd'hui c'est une grande surprise pour moi de voir que vraiment il existe des dissensions au sein du RDPC. Non, il existe des courants. Il existe des dissensions. Si un groupe appelle à la candidature du président Paul Biya, alors que vous vous présentez comme challenger du président Paul Biya, vous appelez ça courant? Mais c'est une dissension. Qu'est-ce que lui interdit? C'est une dissension. Voilà, le SDF vous revient encore. Qu'est-ce qui lui interdit d'être candidat? Donc vous voyez des statuts du RDPC. Grâce à vous, encourage. Grâce à vous, le RDPC va rentrer dans la coalition gouvernementale. Et ça serait une fierté pour tout le monde. Elle s'est dit que SIF et RDPC se sont alliés ce soir contre lui. Tout à fait. Tout à fait. Je vois que le SDF vous appuie énergiquement. Un problème de ménage là. Et je comprends déjà, grâce à vous, le SDF va rentrer dans la coalition gouvernementale si jamais votre candidature... Et du coup, votre place est menacée là-bas? Non, pas du tout. Moi, sincèrement, j'apprécie M. Saint-Éloi Bidoum. Parce que le problème du RDPC est que le RDPC, ce n'est pas le prix au Mexique qui a gouverné pendant 79 ans. Et puis, quand je vois au sein, il y a des gens comme lui. Moi, j'ai déjà constaté, j'ai mon petit calepin, je note. Il y a vous, il y a un certain monsieur Robert Mouté Ambassa. Il y a un jeune qui est à Douala 5e qui s'appelle, je crois, le deuxième adjoint, Jacob Kairi ou quoi comme ça. Bon, il est le deuxième adjoint du maire RDPC là-bas. Je trouve que c'est bien d'avoir au sein de vous les gens qui ont des pensées nouvelles et de dire réellement. Et le dit, ce n'est pas être contre M. Biya. Quelqu'un qui a 90 ans, qui a été au pouvoir, monsieur. Et moi, monsieur Abdou, c'est ça, moi, vous êtes étudiant. C'est quand même grave, hein? Parce que quand vous êtes étudiant et vous allez gouverner ce pays, avec ce genre de mentalité, que vous voulez qu'un papa qui a 90 ans, que lui-même a dit qu'aller en retraite n'est pas une sanction, et vous encouragez, de grâce, qu'est-ce que vous voulez? Il a été au pouvoir. Et s'il ne s'estime pas prêt pour la retraite, c'est vous qui allez forcer sa retraite? Dans un pays, je vais vous donner l'exemple. Il se sent encore vaillant. Non, monsieur. Il se sent encore capable.
Oui. Et d'ailleurs, je ne vous permets pas quand même de porter un jugement de valeur sur mon parcours scolaire. Nous ne sommes pas là pour cela. Non, vous êtes quand même, dans une formation, faites une formation qui s'apparente à une ouverture d'esprit sur le plan des valeurs Parce que moi, je pense démocratiques. qu'un monsieur qui a 90 ans, qui a gouverné ce pays à 36 ans, et de grâce, il y a quelque chose qu'il a dit là, honnêtement aujourd'hui, moi, je respecte le président de la République. Si aujourd'hui il n'est plus là, on va se rappeler qu'il a fait quoi dans ce pays. En Afrique, l'âge est un privilège. Quelle Afrique? Je vous le dis. Quelle Afrique vous parlez, monsieur? En Afrique, l'âge, c'est un privilège. Non, laissez-moi le problème de l'Afrique. Les Africains, c'est un problème mondial. Moi, je pense qu'un pays, c'est quelqu'un qui est au pouvoir depuis 36 ans, qui a pris un pays... déjà beaucoup de, qui a pris de militants qui vont vraiment s'aligner. Il n'y a pas de militants. Non, moi, je suis constant. Ce que le SDF aussi... Non, il n'y a pas de problème de SDF ou quoi. Un homme normal qui aime son pays, tu ne peux pas vouloir que ton papa de 90 ans fasse un boulot. Est-ce que la Constitution a prévu une limite d'âge? C'est ce que moi je me demande. Répondez par oui ou non. La Constitution. S'il vous plaît, ne nous parlez plus de la Constitution. Pourquoi pas? Donc vous n'êtes pas respectueux de la Constitution. Attendez, nous savons que la Constitution... Si une telle déclaration vient du SDF, je ne suis pas étonné. Ne nous parlez pas de la Constitution. Vous n'êtes pas respectueux de la Constitution. La Constitution est taillée sur mesure. C'est taillé. Qui l'a taillé? Vous savez ceux qui l'ont taillé? Ah non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui me surprend la plupart du temps, c'est quoi? C'est que vous êtes semblable à votre président. Tout à fait. Et c'est une fierté pour moi. Quand on se retourne... Et M. Bidou n'est pas semblable à son président. Quand on se retourne et qu'on voit ce que votre président disait, M. Issa Chiroma disait de M. Biya, nous sommes assez surpris aujourd'hui de le voir appeler à chaque seconde. C'est une personne qui a su se remettre en cause. Ah bon? Une personne qui a... toutes les façons. Et d'ailleurs, c'est un mérite aussi de pouvoir se remettre en cause. Ah bon? Vous comprenez? Alors, Monsieur Issa Chiroma a eu à... S'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi aussi vous informer par rapport au profil de mon président que j'aime tant. Laissez-moi vous informer. Vous ne le connaissez pas mieux que moi. À vous de porter des... Donc, je suis en train de vous dire que Monsieur Issa Chiroma a eu tout un temps de se remettre en cause. Et c'est une qualité. Vous savez, si aujourd'hui au sein du SDF, vous pouvez aussi vous remettre en cause, ce serait bien. Ce serait bien. Remettez-vous en cause. Merci. Un homme de valeur doit toujours se remettre en cause. On sent que vous êtes C'est ce qui vous a toujours manqué. On sent que vous êtes un homme de valeur. C'est ça, c'est l'humilité qui vous manque. On sent que vous êtes un homme de valeur. Donc, peut-être avec le temps, et que M. Issa Chiroma également est un homme de valeur. Est un homme de valeur, comme vous le dites. Écoutez, s'il vous plaît, moi je voulais dire une chose. C'est que M. Saint-Éloi, tout à l'heure, a parlé de griotisme. Et vous savez, aujourd'hui, on a perverti les consciences de telle manière que les gens pensent qu'ils sont obligés de passer par le coup de chemin pour réussir. Tout ce que vous racontez là, nous les Camerounais, la plupart du temps, comprennent exactement quelles sont les motivations. Les motivations sont là parce que aujourd'hui, vous, les jeunes, certaines personnes pensent que c'est en militant au sein de tel ou tel autre parti qu'on peut facilement accéder à c'est votre avis. C'est votre avis. Vous me laissez parler? C'est votre avis. Si vous n'avez pas fini de parler, je peux vous laisser continuer. Non, bon, alors vous me laissez donc parler. Donc moi, je voulais donc dire ici que vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un aujourd'hui de se porter candidat. Vous parlez des dissensions. Vous n'êtes pas du RDPC. Alors, occupez-vous de ce qui concerne votre parti. Je ne viens pas ici le défendre. Mais seulement ce que je voudrais vous faire remarquer. Vous dites que M. Biya a apporté la démocratie. Quelle démocratie? Je vous fais remarquer qu'à la veille du multipartisme, il y a même des messes qui se sont tenues contre ce multipartisme. Il y a des gens qui ont marché contre ce multipartisme. Aujourd'hui, la plupart du temps, vous parlez de la paix. Vous promouvez, vous êtes ceux qui faites la paix. Quelle paix? Moi, je veux donc dire qu'il ne faut pas vous attribuer ce que vous ne méritez, ce que vous ne méritez pas. Donc, ne venez pas ici nous dire que M. Issa Chiroma, il s'est repenti, il s'est rendu compte qu'il a très mal fait. Non. Aujourd'hui, la bouche est pleine et je pense que c'est pour cette raison que les gens ne parlent pas beaucoup. On va poursuivre pour dire un mot, mais je voudrais relire cette autre précision. Il faut noter que l'affaire États-Unis contre homme politique au Cameroun ou avec homme politique au Cameroun revient comme une remontée gastrique. Alors, il y a Alain Foguet, le professeur Alain Foguet, que vous connaissez au sein du MRC, qui fait cette précision. Monsieur le député Bapos se trompe, il n'a jamais été à l'ambassade des États-Unis en compagnie du président Maurice Kamto.
Vous pouvez le vérifier auprès de l'ambassade des États-Unis. Monsieur le député doit faire l'effort de se remémorer avec qui il a pris part à sa supposée réunion de complot contre la nation. Je pense qu'il est temps que la justice demande la levée de l'immunité du député Bapolipo. La note vient du professeur Alain Forguet du MRC. Bon. On ressort de ce dernier point, hein, pas cette précision, sur les appels à candidature. Oui, je voulais tout simplement dire que... Et puis on passe à... mon ami et voisin, devenu fervent défenseur du président Biya. Mais ils le font depuis, hein, c'est un parti allié, non? Oh, Vous n'êtes plus amis ce soir. De toutes les façons, on sait par quoi il prie. Mais je voudrais dire que le RDPC est un parti qui a fondé sur des valeurs démocratiques. L'article 2 du RDPC dit que le RDPC promeut le libre choix des dirigeants, la liberté d'expression et la libre concurrence. C'est-à-dire que le simple fait que je m'exprime comme je vois les choses, comme elles me viennent, comme je les sens, ne signifie pas que je suis contre le RDPC. Et de toutes les façons, j'essaie toujours récupérer les valeurs démocratiques. Rousseau le disait déjà à l'Assemblée française, qu'il ne s'incline pas parce que ce qu'il dit est faux, mais parce qu'ils sont majoritaires en face à penser faux. Je suis contre ceux qui pensent que, et vous avez dit quelque chose de grave tout à l'heure qui m'incriminait, mais je n'ai pas peur. Mais je vais le redire moi-même. Je suis très surpris d'entendre les militants du RDPC, les Camerounais dire que si le président Biya n'est pas... Il y aura même qui? Non. Faites très attention. C'est le trop plein d'hommes capables de gérer ce pays qui risque de vous surprendre. Le trop plein. Et je voudrais vous dire, cher monsieur, que ce n'est pas la première fois que mes camarades de parti font des appels au président de la République. Ils ont fait une marche de Bolova à Yaoundé, sanctionnée par une messe pontificale d'exorcisme contre la démocratie. Et le président Biya a fini par leur dire que c'est là-bas qu'on s'en va. Ils ont fait des marches contre le plan d'ajustement structurel. Et le président Biya leur a dit, c'est au FMI qu'on s'en va. Ils ont fait des marches, malgré mon contre-appel en 2016, pour que le président de la République anticipe les élections et se porte candidat. Il n'a même pas répondu. Et il n'y a rien eu. Donc, vous comprenez que le président est libre de voir les choses, que il semble que je suis plus proche de la vision du président que de beaucoup de mes camarades. C'est pour ça que je me permets toujours de dire que le président Biya a dit à Mondial Vision qu'il souhaiterait qu'on retienne qu'il est l'homme qui a apporté la démocratie. Contrairement à ce que disait mon ami du SDF, cette démocratie a commencé à s'exprimer au sein du parti depuis 1985. Moi j'ai 58 ans, à 22 ans je connaissais déjà, laissez-moi te parler, je connaissais déjà les cellules de la DIRDOC, de la BM, comment on l'appelait, sans payer et tout ça. Tout simplement parce que j'étais pris de liberté. Et je suis surpris que vous sachiez bien qu'avant, on ne pouvait pas faire ce que vous êtes en train de faire sur un plateau de télévision et il ne vous avant, arrive. c'était quand? Et il ne vous arrive. Ne confondons pas les époques. Ne faites pas comme si à travers vous qu'on je suis donc en disant que ne nous sommes sur confondez les pas les appels à époques. candidature. Vous avez été on en sort d'ailleurs. Les appels à candidature, je l'ai dit, constituent un procédé antidémocratique qui navigue à contre-courant de tout ce que le président Biya a voulu faire. Alors, que certains ne pensent pas qu'ils vont dévoiler la naïveté du président en pensant que... C'est sans transition qu'on y va. Okay. Sissoko, Ayok Tabe et compagnie se portent plutôt très bien. Ils ont peut-être le moral un peu abattu, mais Maître Claude Lassire a dit que sur le plan de la santé, il n'y a pas d'inquiétude. Oui. Alors, le fait que les avocats accèdent finalement à ses clients, vous y voyez un signal politique qui vise peut-être à apaiser les velléités sécessionnistes de ce côté-là.
D'autant plus que tout le monde en appelle au dialogue avec tout le monde, y compris ceux qui ont pris les armes. Non, vous savez, le problème de la sécession, vous allez me passer, je suis constant comme le rocher de Gibraltar, j'ai toujours dit. Le problème de la sécession n'a pas commencé aujourd'hui. Et il y a toujours eu des problèmes. Le problème, que l'erreur où le gouvernement a fait, peut-être je dois me répéter, est que quand les demandes professionnelles ont commencé, le gouvernement a enlevé les leaders légaux et il les a mis en prison. Et ils ont ouvert la boîte au Pandore à tous les velléités, y compris les velléités sécessionnistes. Donc moi, je pense que c'est toujours bien de vouloir apaiser, donc ouvrir, laisser l'opportunité à ceux qui ont été arrêtés au Nigeria de rencontrer leurs avocats et qui est comment on appelle un dialogue. Moi, le dialogue, c'est la seule chose. Peut-être je vais me revenir. C'est comme les gens qui veulent organiser les élections présidentielles. Moi, personnellement, je trouve qu'on ne peut pas faire une élection présidentielle tant qu'on n'a pas resté sur une table et négocier et regarder l'avenir de ce pays. Parce que vous allez vouloir parler avec qui? Vous allez peut-être, même M. Sisseko, même si on le traduit aujourd'hui en justice, on le met en prison, on l'exécute ou on fait n'importe quoi, le problème fondamental qu'on a dans ce pays va toujours rester. Il faut qu'on ait le courage de dire que... Mais vous avancez dans les enchères. Hein. Non, ce n'est pas les enfants. D'abord, vous avez dit que si on le prend, ça va se gâter. On l'a pris. Ensuite, il a été inaccessible. Vous avez dit que tant qu'on ne le voit pas, parce qu'on le dit mort, vraiment, rien ne va s'arrêter. Maintenant, les avocats, moi, je vous dis ici, je n'ai jamais dit... Maintenant que même si on le juge, on le... Dipita, je n'ai jamais, vous pouvez regarder tous vos bandes que vous aviez ici, je n'ai jamais dit que si on l'arrête ou on fait... Premièrement, je l'ai dit une fois ici, je l'ai même écrit, arrêter M. Tabet et les autres, les a donné cette légitimité qu'eux, ils n'en avaient pas. C'est ce que je l'ai dit et je maintiens. C'est comme dans un monde de la mafia, c'est comme ça dans la politique. Lui, il a fait beaucoup de prisons, des trucs comme ça, il a une certaine crédibilité. Il va vous le dire. M. Tabet et les professeurs Awason avant, est-ce qu'on les connaissait? On ne les connaissait pas. Moi, je pense que c'est l'erreur que le gouvernement a fait. Le problème dans ce pays est qu'on refuse de regarder la vérité en face. Le problème que les anglophones ont, vous ne pouvez pas venir refuser que deux nations s'unissent. Et il y a la constitution de la nation qui dit l'État... Est-ce que les anglophones étaient une nation avant 61? Avant 61. Est-ce que du moins la partie réclamée était une nation avant 61? Bon, je vais vous référer pour un livre que vous devez lire. Je crois que c'est écrit par M. Victor Moukete. My Odyssey, The Story of Reunification. Et je confesse que vous m'avez d'ailleurs offert un... Voilà, je vous ai donné ça pourquoi? Parce que j'ai vu que vous êtes... J'ai commencé la lecture, hein, c'est bien. 400 pages. Je voudrais que lisez ça un peu très bien. Vous allez voir que c'était une nation. Il y a l'argument que les gens de mauvaise foi donnent en disant que oui, nous étions un Cameroun allemand. Aucun anglophone n'a refusé ça. D'ailleurs, même si vous regardez même les premiers partis au Cameroun anglophone ont toujours eu le nom avec le Cameroun allemand. Ça veut dire qu'ils avaient un certain attachement à cette Cameroun allemande que vous-même les francophones. L'essentiel est que maintenant, le Cameroun anglophone a eu l'indépendance et l'unification en 1961. C'est bien écrit. Et on fait une unification avec la République du Cameroun. Respectez de grâce les accords de ça. C'est ça le problème. Donc, vous arrêtez Sisseko aujourd'hui. C'est bien qu'il est en bonne santé. L'essentiel est que nous devions... Vous avez reçu monsieur Aya ici. Il vous a dit, vous avez pris ça peut-être comme des blagues. On est obligé, on monte ou on descend, de s'asseoir et négocier la forme de cet État. Les erreurs historiques qui ont été faites doivent être rectifiées. Il n'y aura pas... C'est le pourquoi moi je ne vois pas pourquoi même ceux qui veulent aller aux élections là, ils vont aller aux élections où? Quand on a les problèmes dans le nord et le sud-ouest. Ça ne peut pas se passer. Oui, moi je voudrais juste dire que, je l'ai dit aussi sur d'autres plateaux, que l'arrestation de Sissoko Ayoo ne peut pas régler le problème anglophone ou estomper le problème anglophone. Et comme a dit M. Smith, je crois que c'est l'État qui, à travers cette arrogance-là, a donné une certaine légitimité à ces personnes qui sont arrêtées. Et moi, j'ai dit aussi en d'autres circonstances, et c'est pour dire à M. Abo, que votre président fait partie de ceux qui ont suffisamment donné une visibilité
aux sécessionnistes. Parce que je crois que à un moment donné, c'est bien qu'il a fait de cette terre, à un moment donné, je crois que sa communication était vraiment assez, je ne sais pas, était approximative en ce qui concerne la crise anglophone. Beaucoup de gens ont dit que cette crise n'existait pas, le problème anglophone n'existait pas. Mais aujourd'hui, quand on voit les différentes commissions qui sont formées pour essayer un peu de se pencher sur cette commission, on se dit que je crois qu'il y a des gens qui ont raté le coach. Nous sommes une nation, certes, mais il faudrait que cette divergence-là soit prise également en compte. De notre point de vue au SDF, nous avions toujours dit, et nous continuons à dire que s'il n'y avait eu, ne serait-ce que cette décentralisation avérée, ce que le problème anglophone aujourd'hui devait être secondaire. Nous avions martelé en toutes circonstances en disant à l'État, ce centralisme à outrance n'est que c'est-à-dire que n'est que ce qui doit amener le trouble dans ce pays. Et au jour d'aujourd'hui, je crois que les réalités sont là. Nous faisons, quel qu'en soit ce qui doit arriver, quel qu'en soit ce que nous allons faire, nous allons être dans l'obligation de nous asseoir pour discuter de la forme de l'État. Les gens, s'il vous plaît, les gens ont fait trop tôt fait de dire que non, le fédéralisme, ça veut dire division. Permettez que je recadre. Vous savez qu'on a une partie sur laquelle on va largement débattre du plan d'assistance. Je voulais qu'on s'en tienne juste d'abord au cas des détenus. Bon, disons donc pour revenir au cas des détenus, nous disons juste que c'est déjà une bonne chose que ces détenus aient accès à leur avocat, parce que nous pensons que même quand vous commettez un meurtre, vous avez droit à un procès équitable. Et c'était une erreur de la part de l'État de les garder en captivité comme ça sans que les avocats n'aient accès à eux. C'est déjà une bonne chose. Nous sommes là en présence d'une rébellion. Nous sommes là en présence d'individus qui ont perdu le sens des valeurs démocratiques et qui ont pensé qu'ils pouvaient, par les armes, organiser la partition d'un État. Le président de la République est garant de la souveraineté de l'État et de l'intégrité territoriale de l'État. La Constitution du Cameroun prévoit que le Cameroun est un et indivisible. À la place du président Biya, qu'auriez-vous fait? Je m'adresse à vous. Qu'auriez-vous fait quand le pays se trouve attaqué par des individus qui déclarent créer un État, faire la sécession, et vous-même vous savez mieux que moi, car l'histoire de sécession au monde, aucune n'a abouti. Les États-Unis... Comment ça a commencé? Non, je voudrais... Tout est parti des revendications. Parce que quand vous dites ça, c'est parti des revendications corporatistes. Vous parlez ça, quand vous dites ça, c'est comme si ça a commencé directement par les sécessionnistes. Ça a commencé par des revendications corporatistes auxquelles l'État a d'ailleurs apporté des réponses. Quelle réponse l'État a apporté? C'est après avoir réglé des questions corporatistes. Ça dépend du côté de la rivière où vous vous situez, monsieur le maire. Mais je vous dis que l'État a apporté des réponses. C'est en ce moment que l'agenda caché a été déroulé. Et il s'agissait soit de la partition du Cameroun, soit de la remise en cause de la forme de l'État. Sur la partition du Cameroun, j'ai dit, comme le président Biya a agi, j'aurais agi. Et je voudrais préciser quelque chose. J'aurais réglé le problème à la Poutine. Un soldat mort, c'est 10 sécessionnistes qui doivent tomber. Non. 10 terroristes qui doivent tomber. Et comment vous faites pour connaître ça? Je vous dis, ça c'est comme ça que je réglerai ça. Ouais, maintenant, sur la forme de l'État, je dois pouvoir reconnaître que heureusement que nous ne sommes pas l'Union soviétique, nous sommes un État de droit. Non, même la Russie est déjà un État de droit. Le président a été élu avec une majorité. Non, il va passer tout le monde à la guillotine parce que vous estimez que... Non, je vous dis comment... L'autre président l'avait dit... Les soldats sont là pour défendre les... C'est ce genre de langage qui attise davantage. Vous voulez qu'on tue tous les gendarmes. J'ai beaucoup de respect. Vous voulez qu'on tue tous les gendarmes. J'ai dit que j'ai beaucoup de respect. Je n'ai jamais dit qu'on tue les gendarmes. Je voudrais aller sur la forme de l'État. Évitez ce genre de langage quand nous avons ce genre de préoccupations dans notre pays. Vous dites si ça avait été vous... Si ça avait été
mettez moi le Yalta, la Camerounaise, le Yalta, la Camerounaise qu'on est en train d'organiser, je ne l'accepterai pas. Mais je voulais dire... Puisqu'on a sur le plan d'assistance, on pourra venir sur la forme de l'État. Je voudrais juste prendre la dernière intervention sur le cas des avocats qui ont quand même pu accéder à leurs clients, Sissoko et compagnie. Avec vous, bien sûr. Monsieur Dipita, c'est comme si vous n'avez pas pitié à moi. Non, pourquoi? Malgré ce long voyage, vous avez commencé par les rumeurs et aujourd'hui, encore une fois de plus, vous voulez m'entraîner dans un chemin tortueux. C'est pas la rumeur, là je ne sais pas. Non, mais tout ce que moi je peux dire, le Cameroun est un État de droit. Le Cameroun est un État démocratique dans lequel la séparation des pouvoirs est un acquis. Monsieur Ayouk Tabé est à la disposition de la justice. Pourquoi voulez-vous que moi, je commente une décision? Si la justice estime que maintenant il sera auditionné, tant mieux pour lui. Mais moi, je ne peux pas me permettre à des commentaires à propos d'une personne qui est déjà à la disposition de la justice. Donc, sachez que c'est un pouvoir judiciaire, et il est à la disposition de ces pouvoirs. Laissons donc la justice faire son travail. Et pour finir, Monsieur Dipita, je voudrais, parce que moi, je me refuse catégoriquement d'employer le terme zone anglophone ou anglophone. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que je ne reconnais pas une zone anglophone au Cameroun. Et je ne reconnais pas d'anglophone au Cameroun. Parce que je suis conscient et je reste convaincu que l'histoire de mon pays n'a pas commencé en 1916. D'ailleurs, les historiens ne peuvent pas me démentir qu'avant cette date, le Cameroun était sous protectorat allemand. Et pour cela, aucune partie du territoire camerounais, aucun citoyen camerounais n'a été appelé partie germanophone ou germanophone. Donc sachez que tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous restons Camerounais, sans aucune différence. Donc c'est une erreur de vous entendre aujourd'hui parler de la zone anglophone ou bien des anglophones. Moi, je ne reconnais pas. Ils ont même fait de ça en capitale politique. Non, on va prendre un dernier mot avec Eli. Monsieur Bidoum, vous êtes en campagne. D'accord. Eli dit un dernier mot. Les anglophones et la zone anglophone existent. C'est à vous de faire vos déclarations au public. Mais moi, je ne reconnais pas la zone anglophone. Je reconnais juste les Camerounais. Il ne faut pas faire ce qu'on juste appelle les Camerounais. Ça, c'est ce qu'on appelle la politique de... Eli dit un dernier mot et puis on prend le... Moi, je voulais venir avec vous, monsieur. Je comprends ce que vous êtes en train de dire. Il y a bel et bien des anglophones et autres. Quand vous parlez du problème des germanophones que vous dites là, si vous voulez regarder la carte camerounaise de l'empire colonial anglophone, ça signifie quoi? Monsieur Chiroma est anglophone ou francophone? Non, il n'est pas anglophone. Il est bilingue. Non, il n'est pas. Non, monsieur, non. Non, monsieur, il y a quelque chose. Ah, non, soyons un peu. Non, monsieur, là, vous énervez des gens. C'est la malhonnêteté intellectuelle. Ne vous énervez pas. Je ne peux pas m'énerver, non. Il y a la parole. Pour ça, je ne peux pas m'énerver. Ne vous énervez pas. Je ne peux pas m'énerver, monsieur. Je vous attends, vous dire. Je ne peux pas m'énerver, mais vous êtes en train de vouloir édulcorer l'histoire d'un peuple et on n'acceptera ça jamais. Je vais vous donner un exemple. Il y a un germanophone qui a créé le premier parti au Cameroun anglophone. Il s'appelle Dibonge Djabéa. C'est lui qui a créé le premier parti. Et ce même monsieur, à la fin de ses jours, il ne voulait pas l'unification. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait vu. Il y a un monsieur Indeli. Il y a dans votre livre de M. Moukete, achetez ça, vous allez voir, c'est un monsieur du RDPC même, qui vous aime. L'histoire a même montré que... Il a écrit ce livre avec la mentalité juive. Non, il n'a pas écrit avec la mentalité juive. Il a écrit, c'est un livre honnête. C'est eux qui ont écrit l'histoire. Non, non. Vous savez qu'ils étaient partie prenante. Monsieur Djabéa. La famille Moukete était partie prenante. Mais lui, il est pro-unification. Je vais vous donner un exemple. On ne peut pas débattre de ça, mais je vous dis... Je vais vous le dire, monsieur. Vous avez parlé, je vais vous donner un exemple. Venez ici, refuser l'histoire de tout un peuple, soi-disant, il n'y a pas d'anglophone, c'est archi faux. Il y a d'anglophones. Moi, je connais les Bakwere. Monsieur, je voulais donner un exemple. Il y a des... Écoutez, vous pouvez même dire Bakweri. Je vais vous donner l'exemple de ce monsieur. Il est même de Bonadibon ici. Il était de Bonadibon. Mais c'est un monsieur qui a créé le premier parti au Cameroun anglophone qui s'appelle le KUNC. Ça veut pas là dire quoi? C'est un germanophone qui est devenu anglophone de culture, qui a été le maître du nationalisme anglophone. Ne venez pas dire. Le problème est que la forme de l'État doit être touchée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une jurisprudence en 72, selon laquelle
vous avez violé l'unification de 61 qui disait que l'article 47, on ne devait pas toucher. On doit le toucher parce que ça a été fait 2 fois. En 84, quand le président de la République décide de prendre avec son stylo et revenir à la République du Cameroun, c'est nier l'existence de tout un pan de l'histoire. Et ce n'est pas la première fois. Dans tous les pays d'Afrique, il y a eu des problèmes. Regardez l'histoire de Jafar Nimeri au Soudan, Siad Barre en Somalie. Je crois que vous devez apprendre les erreurs que les autres ont fait et éviter qu'on ait les mêmes problèmes. Donc voilà, refuser qu'il n'y ait pas les anglophones, c'est quand même, c'est trop, monsieur. Donc d'ailleurs, le synthé nous le précise, on y est finalement. Le dernier thème. J'assume, j'assume. Nous sommes sur le thème principal, crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'impact du programme d'assistance humanitaire d'urgence. D'ailleurs, on y est pratiquement. Je vous donne la parole, Guy. Vous étiez en train de développer donc sous la forme de l'État, et puis on revient à non, je disais juste qu'on ne devrait pas faire croire aux gens que parler de la forme de l'État, c'est appeler à la division. Nous pensons que quand il y a des préoccupations dans une nation, ou peut-être une franche partie de la population s'estime lésée ou bien pose des préoccupations, il est de bon ton qu'une oreille attentive soit prêtée. Et je pense que si le problème avait été traité de la sorte, on ne se serait pas trouvé dans ce pétrin où nous nous trouvons aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'arrogance à un moment donné. Et je pense que l'État a pensé que l'argument de la force seul suffisait pour régler, comme venait de dire M. Saint-Éloi. Chez eux, ils se disent quand il y a une préoccupation, il faut prendre les armes et après ça, on va régler le problème. Je pense que non. Il y a, ce que je voulais dire, c'est que les gens sont désemparés et à un moment donné de la vie, quand votre vie à vous-même ne vous sert plus à rien, vous êtes prêt à sacrifier cette vie. Moi, je crois qu'au jour d'aujourd'hui... Que d'insinuations en si peu de mots, monsieur le maire. Vous me laissez, vous allez dire ce qui vous convient. Moi, je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, même si nous parlons de la crise anglophone, cette préoccupation est générale en ce qui concerne tous les Camerounais. Donc, moi, je crois que s'il faut revenir maintenant à cette forme de l'État, je pense que vous êtes d'accord avec moi, que si, ne serait-ce que la décentralisation, et je l'ai dit en d'autres circonstances, que l'État est malhonnête, parce qu'en 1996, la loi qui consacrait la décentralisation, nous avons vu comment au fil du temps, cet ensemble de lois a été déconstruit pour permettre maintenant à ce qu'il y ait un État extrêmement centralisé. Vous êtes maire autant que moi, vous connaissez quelles sont les difficultés que nous rencontrons au quotidien en matière de gestion et en matière de besoins de nos populations. Donc nous disons et nous continuons à dire qu'il n'est pas mauvais qu'aujourd'hui, nous, en tant que Camerounais, qu'on s'asseye ensemble pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire, quelles sont les erreurs que nous pouvons corriger pour que pareille situation ne revienne aujourd'hui. Donc moi, je me dis, je suis très d'accord pour que la forme de l'État soit revue. Et en plus, il faudrait que vraiment cette décentralisation dont on parle tant, qu'elle soit effective. Parce que quand vous entendez à la télé des ministres qui vous disent que la décentralisation est effective à 75%, moi je dis, j'aimerais bien que, point par point, chaque ministre me dise exactement quels sont les points qui ont été, quels sont les pouvoirs décentralisés, quels sont les moyens qui suivent également. Donc, vraiment, de Dieu, Monsieur Dipita, moi je crois que notre parti SIF, nous avons dit que le fédéralisme n'est pas un mal en soi. Nous pensons qu'à travers le fédéralisme, on peut régler. On n'est pas forcément obligé de revenir à un fédéralisme peut-être à 2 États, je ne sais pas, à 2 États comme on l'avait fait par le passé. Non, nous pouvons décider de la forme de l'État, mais surtout et surtout, nous insistons sur cette décentralisation qui va permettre au peuple effectivement de se prendre en charge. Saint-Éloi Bidoung, plan d'urgence, plan d'assistance humanitaire d'urgence, opportunités et mise en œuvre. Vous savez, le plan d'urgence mis en place par le gouvernement est pour moi comme le fonds de roulement dans une entreprise. C'est-à-dire que l'État met en place un certain nombre de moyens pour faire face aux difficultés immédiates.
quelle meilleure réponse l'État aurait pu apporter aux souffrances de nos compatriotes qui subissent les affres de la guerre qui leur est imposée par des individus venus de nulle part. Donc, c'est à juste titre que l'État, contrairement à ce que certains pensent, que l'État a anticipé sur les intentions des Nations Unies pour venir mettre un paravent. Non, l'État est conscient de ce que beaucoup de Camerounais subissent les affres de la guerre et qu'il faille les secourir. Et c'est un élan de solidarité qui n'a pas de tribu, c'est un élan de solidarité qui n'a pas de sexe, c'est un élan de solidarité qui n'a pas de frontières. Donc, je crois qu'il ne faut pas faire comme le MRC, le SDF, de la crise anglophone, un fonds de commerce. Un fonds de commerce. Non, allez-y. Non, s'il vous plaît, 2 minutes, s'il vous plaît. Je voudrais dire à M. Saint-Éloi que je suis très satisfait de constater que à chaque fois, le SDF inspire le RDPC. C'est bon, c'est compris. De toutes les façons, allez-y. En sciences politiques, on nous a enseigné qu'on gouverne parfois un pays avec les idées de l'opposition. François Mitterrand a su le faire. Donc, quand vous avez de bonnes idées, elles sont les idées de Camerounais. Vous ne pouvez pas les privatiser, nationaliser-les, et puis le Cameroun s'en portera mieux. J'étais donc en train de dire la crise qu'on appelait anglophone. Moi, je regrette qu'on l'appelle la crise anglophone. Il y a 3 crises au Cameroun en ce moment. Il y a une crise institutionnelle. Il y a une crise de légitimité, de confiance vis-à-vis des gouvernants. Et il y a une crise qui sévit au niveau des institutions de la République. Moi, je suis francophone. Que les anglophones se soient appropriés la forme de l'État, j'ai dit non. Moi, je suis francophone, je suis pour le fédéralisme. Oui. Mais je suis pour le fédéralisme à condition qu'on discute de cette forme de l'État, qu'on enseigne à l'école dans un cadre approprié. Et comment faire? Mais le SDF est représenté à l'Assemblée. Monsieur Saint-Éloi. Introduisez, non attendez, introduisez, si le RDPC n'arrive pas à introduire, introduisez, tout au moins. Mais je dis qu'il y a des cadres de débat et la constitution du Cameroun elle-même. Au lieu d'aller vers des idées sécessionnistes, moi je suis très surpris d'entendre des gens soutenir, avoir pitié de ceux qui tuent nos enfants. J'ai dit non. Ceux qui ont brûlé les écoles, qui ont tout fait. Je suis pour le fédéralisme, à condition que le débat nous avions juste soit dit, M. Saint-Éloi, placé que vous à ne pouvez pas dire qu'il faut régler un problème à la Poutine. Qu'il revienne à l'université où on enseigne cette chose. Le RDPC n'a rien à redouter de la forme de l'État. Et je voudrais chuter en disant, les crises institutionnelles au Cameroun sont récurrentes. La forme de l'État a varié. En 1961, le Cameroun était un État fédéral. En 1972, il est devenu un État unitaire centralisé. Parce que des voix se sont élevées contre le fédéralisme. Pour terminer, en 1996, des voix se sont élevées. On a trouvé un palliatif. On est passé à l'État unitaire décentralisé. La décentralisation est plombée. Elle est plombée pour la simple raison, et je pense que ceux qui ont conçu le processus de décentralisation au Cameroun ne sont pas ceux qui l'ont implémenté. Et ceux qui l'ont implémenté l'ont mal implémenté. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec la crise anglophone qui peut se justifier par une crise de confiance vis-à-vis des élites, une crise de légitimité. Parce que quand dans un parti, juste pour terminer, c'est la deuxième fois pour terminer. Juste pour terminer, quand dans un parti qui est au pouvoir, comme le RDPC, qui est mon parti, la crise de légitimité va s'installer pour la simple raison que le choix de ceux qui ont en charge d'appliquer la décentralisation est orienté avec les investitures. Vous savez ce qu'il y a eu dernièrement au RDPC. Merci. H. Daïro, votre réaction là-dessus, opportunité mise en œuvre. Avant de parler du plan d'assistance humanitaire d'urgence, je voudrais un peu éclaircir un point.
j'ai eu à dire que moi, je ne reconnais pas la zone anglophone au Cameroun et également les anglophones. Cela ne veut pas dire que j'ai nié l'existence des Camerounais d'expression anglaise. Tout simplement parce que moi, à mon sens, je remarque que le simple fait d'employer cette expression-là, zone anglophone, ou même anglophone, serait prêter du flanc à ce terrorisme qui s'active dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest de notre pays. C'est un terrorisme qui aujourd'hui est en train d'employer tous les voies et moyens pour déstabiliser le Cameroun, ayant pour cible de prédilection son unité nationale. Donc c'est pour cela que moi, je refuse d'employer ces mots. Et des deux, avant toujours de parler du plan d'assistance humanitaire d'urgence, je voudrais encore rentrer dans l'histoire pour vous dire que nous savons tous qu'en 2016, ou si vous voulez depuis 2016, le Cameroun connaît dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest des perturbations sociopolitiques. Et cette situation-là était partie des réclamations corporatistes. D'abord celle des avocats, puis celle des enseignants. Et c'est ces réclamations qui ont été récupérées par les extrémistes de la diaspora avec leurs relais locaux. Donc ils ont eu à substituer les réclamations fondées de ces organisations syndicales à un projet de sécession. Donc sachez que c'est des terroristes. Et pourquoi je dis que c'est des terroristes? Il faudra juste regarder ce qui se passe à l'extrême nord avec Boko Haram. Boko Haram, de son nom même, qui veut dire Boko en Hausa, qui veut dire école, et Haram qui veut dire en arabe illicite. Donc l'école occidentale est illicite. Là, je vais donc essayer de vous tracer, de vous montrer quelques similitudes qui existent entre Boko Haram et ces sécessionnistes. Donc, ça veut dire que pour Boko Haram, l'école est illicite. Et aujourd'hui, vous constatez que même les sécessionnistes, leurs attaques ont toujours porté sur les écoles, sur les enseignants, sur les élèves. Donc, c'est une façon, à travers leurs actes, à travers leur expression, de nous montrer qu'ils vibrent en face avec Boko Haram. C'est des terroristes. Et des deux, ce n'est pas un hasard pour moi, Monsieur Dipita, le fait que Ayouk Tabé et ses camarades ont été interpellés au Nigeria voisin ou dans le pays où Boko Haram a vu le jour. Qu'est-ce qui me ferait dire aujourd'hui que ce n'était pas une réunion entre Boko Haram et ces sécessionnistes? Ils ont échoué du côté de l'extrême nord du pays. Et aujourd'hui, ils sont donc en train comment je peux dire, tenter une percée du côté des régions du sud-ouest et du nord-ouest de notre pays. Et pour parler du plan d'assistance humanitaire d'urgence, je voudrais d'abord dire que c'est un plan qui tombe à pic. Parce que c'est un plan qui est estimé à presque 12 milliards de francs CFA. Et sachez que vous avez aussi posé la question de savoir les opportunités. Elles sont nombreuses. D'abord sur le plan éducatif, sur le plan de la santé, sur le plan de l'habitat, sur le plan de la sécurité et même sur le plan de l'assistance psychosociale. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, c'est la population, les populations, autant pour moi, des régions du nord-ouest, du sud-ouest surtout, celles des zones rurales qui sont en train de payer le lourd tribut de cette guerre imposée par les terroristes. Donc c'est un plan qui tombe à pic et nous allons donc accompagner ces plans. Juste parce que c'est un plan fondé. Et vous voyez, même, comment je peux dire, le moyen de financement de ces points, de ces plans-là. D'abord le budget... Oui, on parle du financement dans une minute. Le temps peut-être de prendre déjà la réaction de... Donc c'est un plan qui sera financé d'abord par le budget de l'État. Par les personnes... Ok. Dans une minute, je vous relance dessus. D'abord sur l'opportunité de la mise en œuvre. Bon, vous savez, quand un pyromane devient pompier, on est quand même content. Et quoi, mon ami a dit tout à l'heure que M. Chirouma fait remis en cause. Donc, moi, je veux par là donc dire que le chef de l'État s'est remis en cause. C'est un être humain. On dit commettre l'erreur, c'est humain, en lançant ce projet. Mais ma question est ceci. Quand vous lancez un
plan d'urgence humanitaire. Un plan d'assistance humanitaire d'urgence. Oui. Et, Bon, et quand je découvre que sur le terrain, on est en train de mettre en pratique les théories de Vladimir Vladimirovich Poutine, que vous admirez beaucoup, parce que les terroristes, vous savez, les gens qui brûlent des maisons. Je vais vous donner un exemple. Et je lui ai dit à M. Dipita, il est journaliste, j'ai dit à mes autres collègues francophones, allez à Mouniengue. On a brûlé tout un village à cause d'une fille. C'est les gendarmes, un gendarme à cause d'une fille. Parce que les histoires là que vous venez raconter ici, que c'est les terroristes, vous racontez un peu votre vie, monsieur. Moi, je ne voudrais pas dire que les forces de sécurité sont des terroristes. Parce que non, je ne me fâche pas. Je suis en train de vous dire avec tout mon cœur, mon sang-froid. Non, laissez-moi, parce qu'il vient de dire des trucs, là, des propos. C'est ça qui est bien avec le Cameroun. Maintenant, on est libre de dire ce que nous voulions dire. La rue 1, le plan d'urgence, quand j'ai bien dit. Et tout ça, la gloire du président Biya. Voilà. Non, je ne refuse pas. Si vous faites quelque chose qui est bien, moi j'ai l'honnêteté dans me dire, bon, mais je suis en train de dire maintenant que si le pyromane devient pompier, on doit comprendre qu'il a bien fait, il a changé, c'est un être humain. Mais la question est que quand on continue toujours, à l'heure où je vous dis, brûler des maisons, tuer des gens, parce que vous cherchez, vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait comme Poutine, ça m'a choqué. Parce que Vladimir Vladimirovich Poutine a eu à tuer 3000 personnes. Il ressemble fort bien à celui qu'il admire très bien, Staline. Ce n'est pas un exemple à copier. Sur le problème, et appeler ceux qui sont en train d'agir, personne n'encourage la violence. À moins que nous avions tous ici une mémoire sélective. Les gens qu'on a commencé à tuer, c'est les anglophones, demandent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les anglophones ont d'abord commencé par, comme vous avez dit, les corporatistes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a bastonné les avocats correctement et bien. Ils ont été bastonnés. Et quand vous poussez les gens au mur, vous voulez qu'ils sachent comment. Et encore une autre erreur fondamentale et monumentale que le gouvernement a commis. Je l'avais dit sur une radio ici, Balafon, quand on a arrêté Fontem, à Bobala, les leaders de ce mouvement, vous vouliez quoi? C'est tout à fait normal que vous laissez un boulevard aux extrémistes de prendre le relais et puis aujourd'hui vous commencez à les accuser. Moi, je trouve que l'issue de cette crise n'est pas en donnant les noms d'oiseaux aux individus. Et c'est d'avoir le courage, je crois qu'il a dit à quelque part, et se dit que nous devions s'asseoir et nous discutons. Parce que maintenant, l'œuvre humanitaire que vous êtes en train de faire, vous allez distribuer ça à qui? Ça va arriver chez qui? C'est un monsieur qui habite dans la forêt ou les gens qui sont au Nigeria? Non. Et puis, pour conclure, je ne vais pas rester, il n'y aura pas de relation entre Boko Haram et le mouvement nationaliste anglophone. S'ils se sont retrouvés au Nigeria, ce n'est pas fortuit, c'est que le Nigeria et le Cameroun sont très proches et beaucoup de ces individus sont au Nigeria ou habitent au Nigeria, c'est le pays le plus proche. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire, vouloir mélanger. Parce que vous voulez justifier le fait que vous deviez massacrer les gens d'une manière éhontée. On ne fait pas comme ça. Vous ne tuez pas vos frères. Si quelqu'un est votre frère, vous discutez. Donc moi je pense Monsieur Izmi, oui, monsieur. Je pense que vous voulez qu'il y ait dialogue, comme vous le dites. Oui. Avec qui? Est-ce que ces gens-là sont des Camerounais, s'ils se sont permis de brûler le vert ou jaune camerounais? Mon Dieu, vision. Non, je vous pose. Est-ce que ce sont des Camerounais? Je vous pose cette question. C'est des Camerounais, monsieur. Pourquoi voulez-vous que le président Paul Biya se permette de se retrouver sur une table avec des personnes qui ont eu à profaner les emblèmes républicains? Mais vous serez un peu déçu que M. Paul Biya va négocier avec eux, je vous le dis. Parce que premièrement, ici, moi j'ai vu ici, et j'ai demandé... La négociation est lancée depuis. Non. Vous avez parlé de réclamations corporatistes et des solutions ont été apportées. Faux. Faux comment? Je vous dis faux. Je vous ai dit une fois ici, allez demander à M. Dr Fontem. Votre problème, c'est parce que vous vous fâchez. Mais je ne me fâche pas, monsieur. Donc, je me fâche contre vous. Vous avez toujours parlé du sang-froid, mais je constate que c'est un sang chaud qui bouillonne en vous. Non, mon problème est écoutez alors, là, revenez dans votre lucidité. Je suis bien lucide, monsieur. Merci. Là, je suis rassuré. Abdoul, donc, sachez que Abou. Sachez que M. Paul Biya
ne peut pas se permettre non, il va vous de se décevoir. retrouver face à ces, Non. à ces individus qui se sont permis de brûler le drapeau camerounais. Moi, je veux vous dire que M. Biya connaît le problème là 1000 fois que vous. Il Et il va vous décevoir bientôt. Pourquoi comme il a alors déçu maintenant vous beaucoup n'avez d'autres pas ministres. confiance à ces plans? Non, ça va se faire. Non, je n'ai pas, pas dit cela. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que il s'est remis en cause comme M. Chirouma et c'est une bonne chose. Guimesmin. Bon, Opportunité. Oui, je voudrais dire que je venais tout à l'heure de dire à M. Saint-Éloi que le SDF inspire toujours le parti au pouvoir, sauf que vous êtes des mauvais tricheurs. Je voudrais dire ça pourquoi? Parce que je pense qu'il faut, toutes les analystes, la plupart du temps, on dit qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce que ce plan d'urgence humanitaire qui est mis en place pour ces populations, moi je pense que d'abord il faudrait qu'il y ait une certaine sérénité dans ces zones pour que l'implémentation de ce plan soit efficace. Prenons un exemple. Les écoles vont être reconstruites. Qu'est-ce qui nous dit que ceux qui ont brûlé ces écoles ne reviendront pas brûler ces écoles? Nous pensons qu'il est important que même si l'État doit mettre en branle ce plan, il faudrait que l'État se rende également compte qu'il faudrait pacifier ces zones. Et pacifier ces zones signifie qu'il faudrait qu'il y ait un dialogue. Et comme a dit M. Simit aujourd'hui, vous savez, le problème que nous observons, c'est quoi? C'est que vous voulez être plus royaliste que le roi. Vous voulez penser à la place de Paul Biya. Mais vous n'êtes pas Paul Biya. Laissez Paul Biya prendre ses décisions. Et c'est ça qui est choquant de constater que ce griotisme a gangréné tout le pays. Nous sommes des Camerounais. Et beaucoup de vous pensent qu'ils sont plus Camerounais que les autres. Vous n'avez pas le souci de ce pays plus que les autres. Donc moi je dis qu'en ce qui concerne ce plan d'urgence humanitaire, nous disons qu'il faudrait qu'il y ait des préalables pour que sa mise en œuvre soit efficace. Tant que ces préalables ne sont pas là, je pense que ça, on va tout droit aux échecs. Et en plus, nous avons des craintes. Des craintes, pourquoi? Parce que nous avons constaté de part et d'autre que la plupart des temps, quand ce type d'action est mené, c'est pour enrichir certaines personnes. Parce que les gens sont tapis dans l'ombre, ils n'attendent que l'opportunité pour également s'enrichir. Nous avons vu ça avec les gens qui devaient être indemnisés pour le port de Kribi. Nous avons vu exactement comment ça s'est passé. Nous avons vu également ça avec la mallette qui jusqu'aujourd'hui est calée, je ne sais pas, entre Washington et où. Donc nous disons qu'en ce qui concerne ce plan d'urgence, déjà, je crois que beaucoup de gens ont critiqué que les cotisations qui ont été faites au niveau de Yaoundé soient remises directement à un ministre. Nous disons que vous avez vu cette solidarité qu'il y a eu quand les Camerounais se sont mobilisés contre Boko Haram. Et on a bien fait que ces sommes soient directement reversées au niveau du Trésor pour que son utilisation soit contrôlée. Bon, maintenant, ces sommes qui sont cotisées en dehors de ce plan d'urgence, parce qu'il y a un appel à une solidarité agissante, mais ces sommes qui sont cotisées, nous disons qu'également aussi, il faudrait qu'on fasse attention pour que ça ne vienne pas plutôt enrichir les individus. Donc nous avons des craintes, nous disons il faudrait qu'il y ait un préalable, pacifier cette zone, discuter et apporter une certaine sérénité pour que le plan soit assez efficace. Nous avons vu beaucoup de gens dans ces zones se poser la question à qui est-ce qu'on vient effectivement implémenter ce plan d'urgence, puisque les zones aujourd'hui sont pratiquement vides. Nous avions vu des sous-préfets, des préfets appeler à ce qu'il y ait un retour des populations. Mais tant qu'il n'y a pas cette sécurité, tant qu'il n'y a pas cette sérénité, comment est-ce que ce plan doit être implémenté? Merci. Donc nous sommes dubitatifs à ce niveau. Sur le financement, parce qu'il a envoyé... Monsieur Wamba, Monsieur Wambo, autant pour moi, avant d'arriver sur le financement, le plus choquant pour nous autres, c'est de voir qu'aujourd'hui, votre parti, le SDF, a tendance à soutenir les terroristes. Parce que c'est un parti qui s'est permis de se déshabiller le jour du 20 mai devant le président de la République pour apporter un soutien à ces terroristes. Et je vous rappelle que ces personnes ont eu à brûler le verrou jaune si jamais le SDF arrive au pouvoir, parce que tout parti politique a pour objectif
d'accéder au pouvoir. Si jamais le SDF arrive au pouvoir, je me demande, c'est le même verrou jaune qui va continuer à flotter ici au Cameroun? Vous avez vu quel membre du SDF brûlait le drapeau du Cameroun? Parce que vous soutenez les terroristes. En se déshabillant. C'est vraiment donc, choquant. Pour vous, quand on s'est déshabillé, on a soutenu les terroristes. C'est choquant. Est-ce que vous trouvez que le jour de la fête de l'unité, vous déshabillez pour apporter un soutien aux terroristes? Donc quand on s'est déshabillé, c'est pour laissez-moi apporter parler, un soutien. je vous ai écouté aussi. Non, je ne peux pas vous permettre de débiter des bêtises. Je vous ai écouté. Laissez-moi terminer. Et des deux, vous avez parlé de la sérénité. Et qui est plus apte que l'État, le gouvernement, pour reconnaître si la sérénité est déjà de retour ou non? Ce n'est pas vous qui pouvez dire que la sérénité est de retour ou non. Vous êtes inapte sur ce plan-là. C'est le gouvernement qui doit reconnaître tout cela. Donc, je suis en train de vouloir vous dire que si le gouvernement a estimé que le moment est opportun pour maintenant mettre en œuvre ces plans d'assistance humanitaire d'urgence, ça veut dire que ce terrorisme est déjà sous contrôle. Sur le financement et puis par rapport au financement, j'ai parlé déjà d'un budget qui est estimé à 12 milliards et plus. Environ, oui, 12 milliards et plus. Et ce financement, sachez que c'est d'abord le budget de l'État et les partenaires internationaux du Cameroun. Et on a aussi lancé l'opération Coup de cœur pour des dons volontaires. Je pense que le SDF va aussi apporter sa contribution dans le sens de... Monsieur Abou, je vous ai dit que le SDF inspire toujours l'État. Et je crois qu'il a confirmé devant vous. Non, lui, il n'a... Je voudrais également vous dire une chose, monsieur Abou. Le fait qu'on se déshabille ne veut pas dire qu'on soutient les terroristes. C'était quoi alors? Alors moi, je vais donc vous dire que si vous ne connaissez pas l'expression de la démocratie dans notre pays, nous avons aussi d'autres façons de s'exprimer. Vous avez vu également à l'Assemblée nationale comment est-ce que les députés du SDF se sont comportés. On s'est comporté pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on se rend compte que la démocratie est confisquée par un parti. On revient dans le débat. On revient dans le débat. Vous terminez et puis Saint-Éloi, un mot, vraiment un mot. Ok, je suis en train sur le financement. De vouloir dire, M. Wambo, que ce financement viendra d'abord du budget de l'État, des partenaires internationaux du Cameroun et aussi de l'opération Coup de cœur. Donc sachez que les besoins ont été estimés à un chiffre allant plus de 12 milliards et sachez que, comme vous avez tendance à dire que peut-être ces fonds seront détournés. Je ne sais pas sur quelle base vous vous fondez, mais sachez que ça va arriver. Vous avez vu combien de ministres en prison? Saint-Éloi sur le financement. D'abord, en termes d'opportunité, le plan d'urgence est déjà un début de dialogue. Je suis d'accord qu'il faille dialoguer. Mais pour l'instant, les interlocuteurs du dialogue, c'est qui? Vous êtes un mauvais anglophone pour vous porter en partenaire? Je n'arrive pas à comprendre comment un Camerounais peut mieux comprendre les terroristes et ne pas comprendre la riposte de l'État à une agression. Nous vivons à Yaoundé et à Douala. Je ne sais même pas s'il y a des problèmes francophones, anglophones. Hein. Moi, je suis promoteur d'un restaurant, un restaurant culinaire anglophone. Nous servons 300 plats par jour. C'est un partenariat d'un anglophone et d'un francophone. Nous, on ne connaît pas ces problèmes-là à Yaoundé. Or, à Bamenda, on nous dit que la situation est grave. Comment les gens peuvent accepter que la communauté internationale vienne, appelle la communauté internationale à venir mettre sur pied un plan d'urgence que l'État, qui est mieux qualifié, peut mettre sur pied. Et je vous assure, la communauté internationale, on a vu comment ça s'est passé sur les autres. On sait quand ils arrivent, on ne sait pas quand ils repartent. Et quand ils repartent, soit ils sont conspués, soit il y a de la casse. Maintenant, en termes de financement, vraiment, c'est le budget de l'État qui a été mis à contribution pour la reconstruction d'une zone où tout a été détruit. Soit par les terroristes, soit par la riposte de l'État. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure main tendue du président Biya. Je suis d'accord qu'on peut faire plus, on peut faire mieux. Parce que la paix est bien à en parler,
Mais la paix, ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas sur les écrits, c'est d'abord dans le cœur. Et un des gestes d'apaisement, je dis encore, que le président Biya pourrait faire, d'abord pour démontrer la toute-puissance de l'État et le contrôle de l'État sur l'intégrité du territoire, il pourrait se rendre à Bamenda. Et quand il dira à Bamenda, me voici donc à Bamenda, on comprendra que le chef est venu voir ces terres. Donc, pour terminer, je voudrais juste dire aux uns et aux autres qui semblent comprendre la crise anglophone que l'agenda caché est inacceptable. S'il s'agit de la partition du Cameroun, nous nous battrons, tous les Camerounais, anglophones y compris. Il y en a qui sont là. On se battra avec la dernière énergie pour ne pas accepter la partition du Cameroun. La perception des populations par rapport à ce plan. Bon, disons que il faut dire que tout le monde est dubitatif. En fait, selon les informations qui nous reviennent, je crois que les gens sont dubitatifs, et à juste titre, parce que les conditions sécuritaires sont encore précaires. Je voulais dire à M. Saint-Éloi que le problème n'est pas tant le budget de l'État ou bien ce plan d'urgence qui est humanitaire qui est mis en place. Le problème, c'est son implémentation et l'opportunité actuelle. Vous avez tantôt dit, M. Abo dit que c'est l'État qui peut juger de l'opportunité ou bien de parler de la sécurité. Non, moi je pense que nous sommes tous des Camerounais. Et encore plus, toi tu es au nord, moi je suis proche de la zone anglophone, c'est-à-dire que proche de Kumba, proche de Tombel et autres. Nous accueillons au quotidien des populations qui fuient ces zones pour se réfugier à l'eau. Nous entendons des commentaires. Donc, je voudrais dire à M. Abou... Vous les voyez? Bien évidemment, puisque nous les assistons. Vous savez pourquoi je pose la question? Non, pas du tout. Parce que depuis que la crise anglophone a commencé, Yaoundé 6 est le point de départ de tous les bus qui vont dans cette zone-là. Le rythme en temps de paix et en temps de crise n'a pas changé. Vous n'êtes pas sérieux. Autant ils s'en vont. Non, vous n'êtes pas sérieux quand vous le dites. Vous n'êtes pas sérieux quand vous le dites. Prenons seulement le cas des agences de voyage à Bonabéry. Monsieur Dipita, vous le savez. Vous savez qu'il y a beaucoup de promoteurs d'agences qui se plaignent parce que le taux de passagers a énormément baissé. Non, monsieur. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous parlez de Yaoundé 6. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Même parler de Yaoundé 6. Hein? Même parler de Yaoundé 6. Moi, je dis heureusement que vous avez dit que quand Yaoundé vit, le Cameroun respire. Je voulais donc dire également que quoi? Vous êtes à Yaoundé. Nous parcourons le pays. Et je dis que nous avons, au jour d'aujourd'hui, je peux vous le dire, prenez ça comme une vérité d'évangile. En ce qui concerne la zone anglaise, en fait, cette zone, le nord-ouest ou le sud-ouest, pour ne pas heurter les gens, le nord-ouest et le sud-ouest, nous avions suffisamment des informations qui peuvent vous permettre, même vous, au sein du SDF, de régler ce problème avec beaucoup d'aisance. Donc je voulais chuter en disant que les populations sont dubitatives en ce qui concerne ce plan d'urgence. Parce que vous faites un procès d'intention à l'État. On est en fin d'émission. Nous ne faisons pas Nous ne faisons pas les procès d'intention, mais les populations et tous les Camerounais ont constaté que l'État a échoué partout. Nous ne trouvons pas un seul pan de l'activité de la vie de notre nation là où l'État a réussi. Qu'est-ce qu'on fait? On privatise l'État? Que ce soit à l'éducation, que ce soit à la santé, que ce soit... Qu'est-ce qu'on fait? On privatise l'État? En réalité, je voudrais dire ici que pour ce qui concerne ce plan d'urgence humanitaire, je pense que c'est du wet ainsi. Et nous sommes vraiment dubitatifs en ce qui concerne ce plan d'urgence, de la façon que ça s'est... Il vaut mieux avoir un mauvais chef que pas de chef du tout. Pour terminer en un mot. La perception de la population est que, les gens croient que le chef de l'État a voulu enrichir quelques de ses amis. Parce que le problème qui est arrivé est que, je ne vais pas donner, non, ce n'est pas important. En un mot. Oui, depuis que la crise qui a commencé, il y a 2 ou 3 individus qui sont mieux enrichis. Donc on ne refuse pas. Mon problème est que vous pouvez faire ce plan, mais ce n'est pas obligé que ça doit être des membres du gouvernement qui doivent le mettre l'implémenter. L'implémenter. À la perception des populations pour sortir.
L'engouement de la population autour de ces plans, c'est par rapport à l'opération. On doit le reconnaître par rapport à l'opération Coup de cœur qui a été lancée. Je peux prendre un exemple d'un ressortissant de la région du Nord-Ouest, en la personne de M. Baba Dampoullo. Vous dites que la population n'est pas d'accord, alors que lui, il a eu à donner une importante somme pour 50 millions. Qu'est-ce que vous êtes donc en train de raconter ici? Il ne faut pas berner les populations. Merci. Vous savez ce qu'on a contribué nous-mêmes pour aller... Pour l'instant, on ne le sait pas. Ah bon, voilà. La perception des populations, pour finir. La perception des populations, moi je crois que les populations prennent cette opération de deux mains. C'est des gens en détresse, c'est des gens qui souffrent dans leur chair et dans leur âme. Donc la population ne peut que saisir cette main tendue. Mais vous devez savoir qu'en matière de guerre, puisqu'il s'agit de guerre là, entre l'État du Cameroun et les terroristes, c'est celui qui gagne la guerre qui organise la paix. J'annonce que jeudi, dans le cadre de l'émission Entretien, je recevrai Ernest Dikoum, le directeur général de la Camarco. Avec lui, évidemment, on fera le point de la situation de cette entreprise. C'est la fin de cette émission de Cartes sur table. Saint-Éloi, bon retour à Yaoundé. C'est moi qui vous remercie d'être... LH d'ailleurs, bon retour en Gaoundéré, c'est encore plus loin. Grand d'être pour la première fois à STV. Je suis encore heureux également de vous avoir eu comme invité. Monsieur le maire, beaucoup de courage et bon retour à Loum. Merci et surtout, je profite de l'occasion pour adresser un coucou à toute la population de Loum. Voilà, j'imagine bien qui nous regarde d'ailleurs ce soir. Mon cher Elie, merci encore de votre disponibilité. C'est toujours un plaisir. Si je suis invité, je vais venir. Bon retour chez vous ici à Douala. Merci. Bonsoir à vous et à jeudi avec Ernest Dikoum.